Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode matinal en compagnie de Clara Griot. Salut Clara. Bonjour. Alors très heureux de te compter parmi les invités d'Aléatoire. Alors ce qui est assez drôle, c'est un peu la façon dont ça s'est fait. Je vais le raconter quand même parce que j'avais prévu de t'inviter, vu que les auditeurs et auditrices d'Aléatoire s'en souviennent peut-être, tu avais été recommandé par William Lacalmonti, il y a quelques épisodes de ça. En plus de ça, quelques jours après, j'étais allé voir le documentaire dont on va parler, qui traite d'un sujet dont on parle assez régulièrement dans Aléatoire, donc je m'étais dit, bon, ce serait pas mal de la recevoir dans Aléatoire. Et en plus de ça, ton attaché de presse m'a contacté quelques jours après pour me dire « ça t'intéresserait pas de recevoir Clara Griot ?» Je dis « Ah bah, ça tombe bien, c'était prévu. » Énorme forçage, quoi. Donc, reçoit, non, hein, c'est les aimants. Donc déjà, on va saluer Clément Dubosc et William Lacalmonti s'ils écoutent cet épisode. Bonne journée, les gars. Donc, Clara, tu es, comme je viens de le dire, vu que je viens de parler d'un documentaire, tu es réalisatrice spécialisée dans le documentaire, c'est ça ? Ouais, dans le documentaire et la musique. Dans le documentaire et la musique. Alors, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait 4 ou 5 ans que je bosse vraiment. Quand je suis sortie d'école de journalisme. En fait, ok, t'as fait une école de journalisme. Ouais, en fait, moi, à la base, je voulais être journaliste musical. Ok. Et j'écrivais dans des webzines en ligne, etc. D'abord un peu sur la musique japonaise, parce que c'est comme ça que je suis venue au métal et tout. Et après, sur des trucs un peu plus généralistes, genre la grosse radio. Sauf que, une fois en école de journalisme, je me suis rendu compte que c'était pas trop ce que j'avais envie de faire. Ouais. Ou en tout cas, que le journalisme musical, c'était pas vraiment une carrière qui était cool à envisager. Enfin, vraiment, j'allais pas m'épanouir dedans. Et les journalistes musicaux que je rencontrais, que j'imaginais être trop stylés, quand je les rencontrais, j'étais là, tu as l'air un peu névrosé, triste. Ah ouais. Donc, je me suis un peu plus dirigée vers la vidéo, parce qu'au final, c'est ce qui me plaisait. Et voilà, quoi. Donc, le documentaire est venu un peu naturellement. Ok, très bien. Et donc, ça fait combien de temps que tu as quitté l'école de journalisme ? J'ai quitté en 2017. Donc, ouais, ça fait 5-6 ans que je travaille maintenant. Ouais. Et donc tu dis que tu travailles essentiellement pour la musique, donc tu fais quoi ? Tu fais de la capta, tu fais des interviews, En fait, moi je dirais que je suis vidéaste. Enfin, okay. Parce que quand t'es vidéaste, tu fais un peu tout. Tu peux faire de la réalisation, tu peux capter des choses et tu peux les monter. Et moi, j'aime bien un peu avoir la main sur tout. Donc c'est pour ça que je me suis plus dirigée vers ça plutôt que être que réa ou que monteuse. Okay. Là, en musique, je fais un peu de clips. Je fais pas mal de capta. Là, j'ai commencé à bosser avec la Blogothèque. À bosser. Je suis pas dans la prod de la Blogothèque, mais ils m'appellent en cadreuse, etc. Donc, j'aimerais bien que ça se poursuive parce que c'est une prod super cool. Et je fais pas mal de petits after-movies aussi pour des festivals, des groupes, ouais. etc. Ça, c'est un truc que j'ai un peu développé l'année dernière. En commençant avec Nothing, quand ils sont passés au Petit Bain. Okay. J'avais fait une vidéo de 5 minutes où je les suivais en coulisses, où je filmais les moments où ils buvaient des coups, ils rigolaient, etc. Et moi, c'est un format que j'aime trop, en fait, d'aller voir ce que les musiciens ils font en dehors du show, quoi. De voir l'envers du décor. Et ça, par exemple, ça s'était passé comment ? C'est eux qui t'avaient contacté parce qu'ils voulaient un after show de leur concert au Petit Bain, ou c'est toi qui allais vers eux en disant « Salut les mecs, j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais vous filmer tout ce qu'il y a autour de votre concert au Petit Bain ». L'histoire, elle est un peu drôle et elle remonte pendant le Covid. En fait, on aime les histoires drôles chez Aléatoire. Nothing, ils ont une DA graphique qui est trop cool. Enfin, moi, j'adore leur logo et tout. Je trouve ça trop chouette. Et j'avais pas de merch Nothing et je rigolais parce que en ligne, ils ont des t-shirts et des hoodies évidemment, mais ils ont aussi des serviettes de plage, des draps, des claquettes.
Et les claquettes sont hyper chères. Et vraiment, je rigolais en me disant, un jour, j'achèterai les claquettes Nothing. Et franchement, je me baladerais et je serais trop stylée, tu vois. Vraiment des trucs de plage nuls. Et un jour, je suis rentrée chez moi et ne buvais pas d'alcool, mais c'est vrai, j'étais extrêmement bourrée. Okay. Et mon ordi était allumé et je sais pas, je rigolais toute seule. J'étais genre, ah, vas-y, j'achète les claquettes. Et du coup, j'ai acheté les claquettes Nothing qui sont arrivées chez moi, qui ont plus pris la douane entre temps. Ah ouais. Donc, j'ai vraiment payé 70 balles des claquettes en plastique qui ne sont pas à ma taille parce que quand je les ai commandées, j'étais bourrée. T'étais bourrée, donc t'as pas forcément fait gaffe à la taille. Et bref, on en rigolait avec Clément, justement, dont tu parlais, qui fait le RP sur mes projets. Et j'ai mis un tweet sur Nothing en mode ah, regardez, genre j'ai acheté les claquettes. Franchement, je me sens trop stylée, mais vous abusez avec votre merch et tout. Et ils m'ont répondu. Et en fait, on a commencé à discuter en DM avec Dominique, le chanteur. Et c'était en plein Covid, il n'y avait pas de concert et tout. Mais je lui ai dit, en fait, moi, en dehors de la blague, vous êtes un de mes groupes préférés. Donc, je filme, j'adore ce que vous faites, j'adore vos lumières. Si un jour vous venez à Paris, j'aimerais bien vous filmer. Et en fait, je me suis rendu compte que Dominique, c'était un mec qui était ultra, ultra généreux. Enfin, vraiment, il ouvrait les portes de son groupe à tout le monde. Et quand ils sont passés à Paris, je leur ai demandé. Je suis un peu arrivée en même temps que leur get-in à 15h30. J'étais ultra stress parce que c'est un de mes groupes préférés. J'avais jamais vraiment fait ce genre de format. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé à cause du Covid, etc. Covid, ouais. Voilà. Et en plus, je parle très bien anglais, mais l'anglais de Nothing, c'est pas l'anglais que t'apprends à l'école. Parce qu'ils viennent d'où? Lui, je crois qu'il vient de Philadelphie. Mais en fait, c'est plus qu'il se parle en argot. Enfin, tu vois, c'est comme si nous, on parlait super, super vite, tu vois. Si on utilisait que du verlan. Voilà. Et ils font pas forcément l'effort, tu vois. Mais ça s'est trop bien passé. Je les ai filmés toute la journée. La vidéo, même si elle a pas l'ambition des choses que je peux faire maintenant, c'est toujours une des vidéos que je préfère que j'ai fait. Ouais. Et elle a plu à plein de gens aussi. Et du coup, ça m'a permis après de toucher un peu d'autres groupes qui ont vu cette vidéo-là, qui se sont dit genre, ah, mais en fait, c'est trop cool de filmer les groupes en backstage et voilà quoi. Okay. Sauf que maintenant, je le fais sobre parce que c'est quand même mieux. Tu as embrassé le mode de vie straight edge? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime bien être carré quand je travaille. Je suis quelqu'un de très. Je comprends. Tu vois là, je devrais prendre exemple. Ouais. L'invitation au podcast, elle est notée dans mon agenda à l'heure avec ton numéro, avec tout. c'est carré quoi. Et du coup, je viens de le dire parce que donc ça fait le lien avec la musique. Enfin, ce que tu viens de dire fait le lien avec la musique. Mais tu viens de sortir un projet qui est pour le coup assez personnel, voire très personnel, qui s'appelle donc Flame Still Burns. Qui est donc le premier documentaire sur la scène hardcore parisienne. Il y a eu une première projection il y a quelques semaines de ça à Paris. C'est quoi déjà, est-ce que tu peux présenter ce documentaire et comment t'es venu l'envie de faire ce documentaire donc sur la scène hardcore parisienne? Ouais, donc pour présenter, Flame Still Burns, c'est un docu de 30 minutes, donc le temps d'un concert de hardcore, qui fait une photographie en fait de la scène actuelle, donc des groupes qu'il y a du point de vue de ses organisateurs. Parce que en fait, dans la scène hardcore, la scène hardcore à Paris est quand même très petite. Il se trouve que souvent les gens qui sont dans les groupes, c'est aussi les gens qui organisent ou les gens qui font des photos ou les trucs comme ça. Et moi, ça m'intéressait de prendre le point de vue des gens qui chapeautent un petit peu tout ça, de venir évidemment toujours bénévole. Donc les orgas, donc il y a 5 ou 6 personnes qui font des concerts et quand même le chanteur de Worsdorf et le guitariste de Sorcerer, Guillaume, qui est passé dans ce podcast. Qui est passé dans Aléatoire. Et donc, c'est un docu qui est très introductif. Donc, c'est fait pour que les gens qui connaissent rien à ce milieu-là comprennent. Okay. Moi, c'est aussi un film où je me suis dit, en fait, il faut que mes potes qui sont pas dans la musique comprennent ce que je fais de mes semaines, de mes soirées, tu vois. Et ils l'ont vu et ils m'ont dit que ils comprenaient ce truc. Et c'est un docu qui a aussi pour vocation d'interroger un peu ces trucs chelous du hardcore, à savoir... c'est très masculin, c'est quand même une violence qui nous on la comprend, mais pour des gens qui sont pas dans le hardcore, voir des gens se taper à l'espace, c'est quand même très bizarre. Ou au club. Voilà. Et donc voilà, c'est un docu qui raconte ça de manière assez concise, avec beaucoup d'images de live que j'ai filmé moi, mais qui sont aussi de Violent Motion, qui est un vidéaste à Nantes. À Nantes, oui, il est à Nantes. Je crois, ouais. Et de 2 autres personnes, Nick et Phil. Voilà. Et pourquoi j'ai eu envie de le faire? En fait, j'ai remarqué au début de l'année 2022, il y avait quand même beaucoup de gens en concert, il y avait beaucoup de gens nouveaux.
Et moi, j'avais des potes dans la musique, mais j'avais l'impression de m'en faire à chaque fois que j'allais au concert, que les gens étaient Ouais. genre super ouverts et que c'était plus aussi fermé qu'avant. Et donc, j'avais envie de voir si c'était juste mon ressenti ou pas. Et comme je suis assez pote avec Benoît, du coup, qui fait Paris Hardcore Show, qui est une des grosses orgas de hardcore à Paris, bah, j'ai commencé par l'interviewer lui en me disant, bah, on va voir ce qu'il me dit et si c'est intéressant ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, c'était légitime de raconter ça. Ok. Et c'était légitime de raconter ça maintenant. Parce qu'il y a vraiment une espèce d'âge d'or aujourd'hui où il y a beaucoup plus de concerts, plus de groupes, plus de gens, plus de jeunes, plus de gens divers, des tensions aussi à l'intérieur de la scène, entre un peu les vieux, les nouveaux, les façons de faire et tout. Et que voilà, en fait, c'est pas un docu qui a vocation à être vu dans 20 ans, je pense. C'est plus un truc qui dit, bah voilà, ça se passe comme ça maintenant. Il va falloir qu'on continue à documenter cette scène. Et je pense que ça vaudra le coup de refaire des docus dans 5 ou 10 ans. Mais en tout cas, bah, lui, il présente la scène maintenant, quoi. Ouais. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est une carte, enfin, c'est une photographie à un moment. T'as prévu de le développer en série ou pour l'instant, c'est. Alors, oui et non. Non, dans le sens où j'ai investi de ma poche pour faire ce docu-là. J'aurais pu faire autrement. J'aurais pu aller chercher des financements. Mais j'avais pas envie de le faire parce que le docu, c'est déjà mon vrai travail, on va dire. Et que, en fait, c'est déjà mentalement très épuisant de faire de la production. Et j'avais envie que ce docu-là, ce soit mon rythme, mon temps, et de pas me prendre la tête sur il faut que je fasse des dossiers et tout. Ok. Et un peu do it yourself comme un concert de hardcore. Il est complètement do it yourself. Il y a 3 personnes qui ont bossé dessus en plus de moi. Il y a Milo, qui est un pote qui m'a aidé à filmer l'introduction parce qu'on me voit dans l'intro, donc il fallait quelqu'un pour tenir la cam. Oui. Et qui a fait le son avec Julien, qui est un pote qui est ingé son aussi. Et ma sœur, qui est illustratrice, qui a fait l'affiche. Et voilà, sinon, à part ça, c'est moi qui ai tout fait avec mon propre matos que j'avais chez moi et mon propre temps. Donc, réinvestir toute cette énergie-là, je suis pas sûre de le faire tout de suite. Mais par contre, j'aimerais bien suivre un groupe parce que moi, je trouve que maintenant que les bases sont posées, si je dois faire une suite, ce serait vraiment suivre un groupe qui débute ou qui a un enjeu spécifique et les suivre sur un an. Et j'en ai déjà parlé avec des gens de la scène et tout qui trouvaient ça cool, mais voilà, faut trouver l'opportunité pour le faire, quoi. Ok, d'accord. Et donc tu nous as dit que tu avais commencé par organiser, par interviewer donc le mec de Paris Hardcore Show. Et ça t'a pris combien de temps déjà? Quand est-ce que t'as fait cet enregistrement, cette interview Alors, les interviews, moi je les ai fait entre octobre et janvier 2022. Ok. Et après, j'ai fait le montage. Donc entre octobre 2022 et janvier 2023. 2023, ouais. Donc, en fait, ça m'a pas pris longtemps. C'est juste, faut trouver les créneaux des gens quand ils sont dispo, etc. Parce que les gens bossent. Mais il y a 7 ou 8 interviews, 7, je crois. Donc, ça m'a pris 7 après-midi, quoi, à faire. Okay. Plus, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines de montage dessus. Que j'ai fait en janvier-février, quand c'est un peu la période creuse. Dans la vidéo à Paris, il se passe pas grand-chose en général à ce moment-là. Donc, avec des gros moments où j'étais là, mais ce docu est nul, je devrais probablement arrêter de le faire. Et où j'envoyais à des potes et ils me disaient, non, alors là, à ce stade, il est pas génial, mais franchement, il sera bien à la fin si tu continues. Donc, ça prend du temps. Okay. Et pour comment t'as sélectionné aussi les extraits de concerts que t'as mis dedans? Est-ce qu'il y en a que t'as vraiment filmé en te disant je les filme pour le doc? Parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, des concerts qui sont un peu plus enfin qui sont antécédents à l'idée du documentaire, notamment la release party d'Extinction de Worst Out, ils en parlent assez bien dans le documentaire, qui a un peu une date phare pour ce que tu dis sur le nouveau bouillonnement du hardcore français et du hardcore parisien. Mais il y a aussi des concerts qui sont vraiment passés pendant la production. Comment t'as sélectionné les concerts que tu montrais? Je faisais en fonction des interviews, en fait. Comme j'ai filmé toutes les interviews avant de commencer le montage, évidemment, je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient un peu... genre qui revenaient à chaque fois, quoi. Ce concert de Worst Out en sortie de Covid, tout le monde m'en parlait. Parce que c'était fou de faire une date complète au backstage avec que des groupes français. Tu y étais? Ouais, j'y étais, ouais. C'était trop cool. C'était incroyable. Ça fait partie des trucs où je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, c'était pas le souvenir que j'avais de cette scène-là... il y a quelques mois avant. Ouais.
Et je me suis redit ça l'été d'après, enfin du coup l'été 2022, où on était beaucoup à l'espace, dehors, à faire des concerts, que ce soit de Harak ou de Eiffel. Et je me disais, mais attends, c'est bizarre, enfin, c'est pas comme ça avant. Là, c'est cool, je me sens bien, j'ai envie de filmer ce qui se passe. Et voilà. Et après, bah, je sais qu'il y avait des concerts qui étaient un peu incontournables, type le dernier concert de Joe Crack, qui était aussi le réunion show de Mind Awake, et le premier concert de Cold Decay. Donc là, t'es en mode, bon, il se passe des trucs en fait. C'est plus qu'un concert, il y a des enjeux. Et après, bah, j'ai appelé des vidéastes qui étaient là un peu avant moi pour récupérer des images des concerts. Donc notamment Violent Motion. Notamment Violent Motion qui a été trop cool parce qu'il m'a filé vraiment toutes les images que je voulais. Donc ça, c'est cool. Et alors tu dis que donc tu t'es retrouvé à ces concerts à l'espace et au concert de Wars Out en te disant mais c'est bizarre, c'est trop cool, ça se passe trop bien. Il y avait une vraie... parce que j'avoue, moi, ma découverte du hardcore, en fait, elle coïncide avec le Covid, donc j'ai pas forcément connu la scène avant. Insultez-moi, je m'en moque. Il y avait une vraie animosité, il y avait un vrai gatekeeping. Enfin, c'était beaucoup plus difficile d'accès comme milieu avant le Covid. Non, moi franchement je dirais pas ça. Je pense que ça vient plus de mon histoire perso. En fait, moi avant le Covid, j'étais en couple avec un gars avec qui ça se passait trop bien, et du coup bah quand j'allais au concert, on était tous les deux et on faisait notre concert tous les deux. D'accord. Et on avait notre petit groupe de potes, et du coup j'avais pas d'intérêt particulier à... En fait, je me rendais même pas compte, je pense, qu'il y avait des groupes de potes qui se connaissaient tous, parce que moi j'étais dans mon truc et je m'y sentais bien. Et en sortie de Covid, j'étais plus dans la même situation, et bah moi je m'en fous d'aller au concert toute seule, mais du coup souvent quand tu vas à un endroit tout seul, bah tu te fais des potes. Et du coup c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était cool, et aussi que pour la plupart des gens, ils avaient un peu suivi le même rythme, quoi. Ça faisait pas genre 10 ans qu'ils étaient là dedans. Et après bah j'ai rencontré Kevin de Délivrance, Quentin de Eiffel, etc., qui eux sont là depuis plus longtemps, et j'ai compris un peu les réseaux qui s'étaient créés, leur groupe de potes. Mais en fait je sais pas, je trouve que c'est comme le fait de parler du fait que le hardcore soit très masculin, très blanc, etc. Moi c'est un truc dont j'avais envie de parler dans le docu, parce que c'est vrai, on l'observe, mais aussi féministe que je sois, j'ai du mal à condamner, enfin j'ai pas envie de condamner ce truc, parce que c'est aussi des groupes de potes qui se sont faits sur le moment, et je pense pas qu'il y ait eu une volonté de rejeter des gens ou des choses comme ça. C'est juste en fait quand tu fais des trucs qui sont aussi financièrement compliqués, bah tu t'entoures des personnes qui sont là, t'as pas forcément le temps d'aller chercher d'autres publics, ou enfin je sais pas, ça se fait comme ça, quoi. Moi j'ai pas senti d'animosité, en tout cas pas plus que dans d'autres milieux où, c'est ça. C'est vrai que c'est un milieu qui est dans sa population et dans son expression, et effectivement très masculin, peut-être tendance virile, même, enfin viriliste parfois, mais ça l'est, et surtout ça l'est pas de manière aussi toxique qu'une scène comme le black metal par exemple, où vraiment il y a limite un refus de... Mais je pense pas que ce soit de la toxicité, je pense que c'est juste en fait tu te fais ton groupe de potes et après tu sors avec. Enfin moi je traîne beaucoup du côté du Supersonic aussi, dans les scènes un peu post-punk, indie et tout, et bah c'est pareil, hein. Enfin le jour où je suis arrivée au Supersonic la première fois, tout le monde m'a pas accueilli les bras ouverts en me disant waouh, qui es-tu, enfin c'est normal, ça prend du temps, et je pense qu'il y a, enfin moi je considère l'amitié comme, des fois tu vois quelqu'un, tu le vois de loin, tu te dis cette personne elle est trop cool, mais peut-être que je serai pote avec elle dans 2 ans, parce qu'il va falloir qu'on se voit genre 15 fois avant qu'on soit pote, et bah je vais pas forcer le truc, je vais juste attendre que ça se fasse. Et voilà. Et la scène hardcore, je sais pas si je peux dire que je suis dedans, enfin je pense quand même un peu. Si en soi tu viens de sortir le premier documentaire dessus, donc mais je connais la plupart des gens, mais je suis pas amie avec beaucoup de gens dans la scène, genre je suis pote avec eux, mais tu vois, à part quelques-uns, mais c'est pas pour ça que je vais dire que c'est du gatekeeping ou des trucs comme ça, quoi. C'est juste, les gens vivent normalement, quoi. Donc pour toi l'amitié a un truc très a vraiment un lien avec l'idée de scène. Ah ouais, pour moi bien sûr, en tout cas dans des scènes aussi petites, ça peut que se faire si t'es pote. Dans le hardcore il y a pas de thunes, ils galèrent à trouver des salles, je veux dire, si c'est pas pour l'amitié, pour la beauté du geste, pour l'amour de la musique, mais bon, je veux dire, c'est pas des musiques qui rassemblent des milliers de gens non plus,
Mais c'est marrant parce que je sais pas si j'ai mis ces parties-là dans le docu, mais je crois que c'est Benoît qui en parlait, qui disait que des fois il bookait des groupes, c'était même pas des groupes qu'il aimait bien, c'est juste qu'il savait que ça allait faire plaisir à ses potes. Ouais. Et je trouvais ça trop cool, quoi, comme façon de faire. Comme façon de. Ok. Et alors avant, encore quelques petites questions avant de passer à la boîte. Sur ton rapport à la musique et ta découverte de la musique hardcore et métallisée en général, tu dis donc t'es venu par la musique japonaise. Ouais. Je suis un gros fan de manga, d'anime, etc. Donc j'écoutais pas mal de musique de film quand j'étais ado. Ok. Et du coup des musiques d'animé, de génériques, etc. Et en fait il y a beaucoup de génériques d'animé, enfin que ce soit Naruto, Hunter x Hunter et tout, qui sont des trucs rock, psyché, voire métal. Typiquement le générique de Death Note qui est fait par Maximum Zurman. Je veux dire, je pense que tout le monde connaît Maximum Zurman par là, personne n'a découvert autrement. Moi n'ayant jamais regardé d'anime, j'ai découvert Maximum Zurmans. Je crois que c'était via une vidéo qui comparait, c'est un peu honteux, hein, qui comparait Rammstein et Tokyo Hotel. Mais je vois cette vidéo. Ah ouais. Je la connais, je crois. Ah, tu vois très bien de quelle vidéo de l'enfer je parle. On avait tous 15 ans sur YouTube. Ah ouais, Dailymotion et tout. Ah ouais, j'adore. Je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. J'aimerais trop la revoir. Ah bah je te l'enverrai, le cringe présent. En plus, parce que à l'époque, je la regardais, j'étais là, moi je suis du côté des gens qui écoutent Rammstein. En fait, je suis trop stylée, ouais. Évidemment. Et là, tu la regardes aujourd'hui, t'es en mode ouf. Moi, j'étais très très cringe à 15 ans, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Je faisais du cosplay et tout. Ok, d'accord. Enfin, bref, j'étais très, très dans les mangas. Et dans la culture, la pop culture nippone. Ouais, et du coup, j'ai commencé à écouter du Visual Kei, qui est du coup cette espèce de rock alternatif japonais, très glam. Très glam, très visuel. Et que je kiffe toujours d'ailleurs, il y a vraiment toujours des morceaux qui sont incroyables. Il y a toujours une scène Visual Kei Je sais pas trop, j'ai l'impression que les gros groupes ils marchent toujours parce qu'ils sont connus, style The Gazette et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il est en train d'avant, mais je me trompe peut-être. Enfin, moi je suis plus dedans en tout cas. Et après, naturellement, j'ai commencé à écouter du métal un peu plus connu, qui vient d'Amérique, etc. Et puis je me suis pas mal intéressée aux groupes locaux il y a 2-3 ans quand même. Parce que je pense que j'avais enfin un peu le tour des gros trucs et j'avais envie d'aller à plus de concerts, donc j'ai commencé à écouter des groupes français. Et c'est trop bien, enfin en France on a trop de bons groupes. Grave. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis vachement allée au concert de hardcore, parce que du coup j'écoutais les gros trucs hardcore américains qui sont super connus, mais en fait je me suis intéressée à ce qui se fait ici et c'était tout aussi cool, quoi. Donc mais non, je suis assez d'accord. En France on a des trucs, je trouve que la France a une particularité, c'est que on n'a pas de groupe moyen. On a soit des groupes qui vraiment puent la gêne, soit des groupes qui défoncent, quoi. On a Alceste, quoi, le meilleur groupe du monde. Hein? Qui ça? Alceste. On a plein de potes en commun, donc c'est juste que moi j'ai jamais vraiment pris le temps d'écouter. Mais ouais, non, enfin d'un côté on a Rise of the North Star et de l'autre on a Worst Doubt, quoi. Oui, c'est sûr. Ce qui est finalement pas si différent. Non. Mais... Enfin, je veux dire, pour nous c'est très différent, mais je pense que si tu fais écouter à des gens qui écoutent pas du métal. Oui, tu vois, oui, bien sûr. Ils vont pas du tout. Enfin, pour un néophyte, c'est la même chose. Oui, c'est là. Bon, il y en a un qui est déguisé et un qui est bien, mais. C'est ça. Oui. Ouais, voilà. Donc, on va finir sur. Toi, t'as découvert comment le métal? Le métal, ça remonte. J'avais 8 ans. J'étais dans le Emmaüs de ma ville et je regardais dans le bac à CD parce que déjà j'avais une grosse attirance pour la musique et j'écoutais certains disques de mon père. C'est à peu près à cette époque aussi que j'avais découvert le rap, et donc j'avais acheté mes premiers albums de rap. Et je tombe sur une pochette verte avec une représentation de la mort, là, la faucheuse, d'un petit groupe qui s'appelait Children of Bodom. L'album Hatebreeder, qui pour moi reste le meilleur. Enfin, les 4 premiers sont vraiment exceptionnels. Et j'ai demandé à ma mère de me l'acheter. Et ça a été, la première fois que je l'ai écouté, j'ai pas compris ce qui se passait. Je savais pas qu'on pouvait jouer aussi vite, qu'on pouvait jouer autant de notes, qu'on pouvait. Enfin, on chante pas comme ça. C'est pas du chant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ma mère a maudit ce jour-là. Elle s'est dit pourquoi j'ai acheté ça. Je crois que ma grande sœur aussi n'a pas beaucoup apprécié que ma mère m'achète ce CD ce jour-là. Et ensuite, au collège, j'ai quand même
surtout écouté du rap. Et c'est au lycée où j'ai rencontré des métalleux et où je me suis mis. Mais après, j'étais toujours quand même un peu intéressé par le métal. Mais c'est juste que bon, j'étais peut-être plus attiré, on va dire aussi par le rock classique, tout ce qui était Nirvana, les Strokes, tout ça. Et ouais, c'est au lycée avec des groupes comme Devil Driver, ce genre de choses. Et puis après, il y a eu la découverte de The Devil's Blood et là, c'était foutu. C'était fini. Maintenant, tu vis c'était... dans une maison toute noire. C'est avec ça. des... Ah bah ouais, non bah là, enfin, je pense que dans les moments qu'on scellait ma vie, il y a la découverte de Children of Bodom et la découverte de The Devil's Blood, définitivement. C'est pas mal comme étape. Et je crois que le hardcore, j'avais toujours un ou deux groupes, mais j'aimais pas trop ça. Et ouais, comme je t'ai dit, c'est un peu avant le confinement. Mine de rien, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans avant le confinement, il y a quand même il y a eu un gros renouveau aux États-Unis et il y a 856 qui a commencé à vraiment popper et vraiment être de plus en plus recommandé sur YouTube. Et donc j'ai découvert tous les nouveaux groupes Gulch, Drain, Vane et il y avait Code Orange aussi. C'est le moment où Code Orange a vraiment pété. Et je crois que c'est Gulch qui m'a un peu foutu dedans. Il y a aussi que pendant le confinement, j'avais fait une émission sur l'emo. Et j'avais interviewé Guillaume du dictionnaire de l'emo et ça m'a fait découvrir en fait plein de trucs que je connaissais pas, vu que pour moi l'emo c'était My Chemical Romance et Black Veil Brides qui étaient des trucs que j'aimais pas forcément et en fin de compte j'ai découvert toute la partie hardcore. Je me suis dit mais en fait c'est ma musique préférée. Donc voilà comment j'ai découvert tout ça. Beau parcours. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ta présentation? Non, pas trop. De toute façon, je pense que on est là. Va y revenir. Oui. Avec les questions. Faites des documentaires. Les questions tirées. Et la première question, acceptes-tu facilement les compliments? Oui, quand c'est... Je pense que je suis un bon juge de moi-même. Donc, quand on me fait des compliments, et en général, c'est... Enfin, c'est pas que je le sais, mais... je sais que c'est bien, mais... j'avais un peu peur de ça à l'approche du documentaire, parce que je sais que, en fait, quand tu vois un truc que tes potes ont fait, quand tu sors, forcément, tu dis que c'est bien, quel que soit, si c'est bien ou pas, tu vois. Surtout si tu le vois dans un cinéma. Voilà, c'est ça. Et j'étais là, j'espère que... Enfin, je sais pas, je me demandais comment j'allais réagir à ça. Et au final, la plupart des gens m'ont fait plutôt des critiques que des compliments, mais des critiques constructives. Enfin, ça, c'était bien, mais c'était trop court. Ou ça, c'était cool, mais... Okay. Et du coup, c'était cool. Mais oui, non, franchement... Enfin, ça ne te gêne pas particulièrement? Si, c'est toujours un peu gênant, mais enfin... Je suis pas trop timide, donc ça va. Okay. Et toi? Un peu... franchement... Alors sur aléatoire, je les accepte bien, les compliments. Parce que c'est cool, en fait. Parce que c'est cool. Non, parce que ça me motive vraiment, en fait. J'arrive vraiment à m'en servir pour me motiver. Il y a notamment un mec que tu connais très certainement, Titouan, qui est guitariste de Fange. Ah oui. Qui est guitariste de Fange depuis peu de temps et qui à côté de ça a Epectaz, qui a joué dans Phil's Cult et tout, qui m'avait envoyé un message pour me complimenter. Et vraiment, c'est un des trucs qui m'a donné le plus de force. Donc là-dessus, je les accepte bien. Les compliments sur ma personne, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Ah oui, moi je pensais qu'on parlait que du taf. Ah non. Mais ah oui, non, sur la personne, t'as l'impression que les gens mentent, mais ça c'est. Ouais. Ça c'est normal. Écoute, un peu lié à la précédente, mais en même temps pas totalement. As-tu déjà eu l'impression qu'on s'intéressait à toi pour de mauvaises raisons? Pas trop. Pas trop. Parce que je pense que les moments où c'est un peu gênant, où j'ai l'impression que les gens viennent me parler parce que je connaîtrais telle personne ou telle personne, oui, c'est un peu gênant parce que c'est des interactions qui sont un peu intéressées, mais je pense que je le fais aussi avec des gens, moi-même, parce qu'on est tous un peu en train je sais pas, d'essayer d'avoir accès à telle personne pour tel projet et tout, donc surtout je pense dans le métier dans lequel tu es, où c'est vraiment une histoire de contact et de comment choper la bonne personne. Moi je dis souvent ça aux gens qui me demandent comment commencer à faire de la vidéo ou comment s'intégrer un peu dans ce milieu-là. Je dis en fait être bon en vidéo c'est une chose, être bon à ton taf c'est une chose, mais connaître les bonnes personnes et être dispo c'est tellement plus important en fait. Et après on te rappellera si t'es bon, mais ouais, j'ai souvent, maintenant que j'ai été un peu visible via des docus et tout, j'ai souvent des gens qui m'envoient des DM pour me faire écouter leur groupe ou des trucs comme ça, où c'est des trucs qui sont toujours genre super gênants parce que t'es là, oui, c'est cool, mais tu vas pas, je veux dire, tu connais pas les personnes, donc
ton jugement, il est forcément... Enfin, je sais pas, il est pas forcément très intéressant, quoi. Ouais. Mais à part ça, non. Mais je me demandais ça du point de vue des groupes. Quand je parle à des gens dans des groupes, je me dis que on doit toujours venir leur parler pour les booker sur des trucs, etc. Et ça doit être insupportable, en fait, de sortir en soirée quand t'as un groupe un peu visible, quoi. Ouais. Mais non, ça va. Quel est ton premier souvenir? J'ai une sœur jumelle avec qui on a fait... Oui, j'ai entendu parler d'une blague au Charlie et sa bière à 2 balles qui vous impliquait toutes les deux. On est arrivé déguisés en l'autre. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on c'était une soirée... Je sais plus pourquoi c'était une soirée déguisée. C'était peut-être Halloween ou un truc comme ça. Et en fait, moi, j'avais pas le temps de trouver un déguisement et tout. Et on s'est dit, vas-y, c'est pas grave. On arrive normal. Mais en fait, ma sœur est illustratrice et tatoueuse. Et du coup, j'avais pris un de ses bouquins dans la main. Okay. Je sors de mon taf. Et elle, je crois qu'elle avait mis mes lunettes et tout. On était arrivés et les gens avaient vraiment mis 10 minutes à capter. Alors que c'était mes meilleurs potes. Et ma sœur et moi, on est jumelles, donc on se ressemble. Mais faut pas abuser non plus. Genre vraiment, faut pas abuser. C'était drôle. Mais donc, le premier souvenir. Bon, je pense que c'est des trucs de vacances avec ma sœur dans la maison de ma grand-mère à Lyon qui a brûlé parce que voilà, la vie est métal des fois. Et parce que Flame Still Burns. Voilà. C'était pas ça que ça voulait dire, mais en fait, à être dans la piscine et tout, quoi. Des trucs cool. Toi, t'arrives à te rappeler de... Je suis pas sûre d'avoir des souvenirs si vieux que ça. Bah ouais, c'est un peu ça. Et puis en plus, plus t'avances, plus les vieux souvenirs que t'as, ça reste des images par-ci par-là, tu vois. Pendant longtemps, j'ai cru que mon premier souvenir, c'était moi qui avais peur des girafes aux eaux de Vincennes. C'est trop mignon. Mais je sais que c'est parce que c'est mes parents qui me l'ont raconté, en fait. Et en fait, il y a plein de choses. Je crois que donc le premier vrai souvenir dont je me souvienne, si j'ai des vagues images de cours de récréation en maternelle, ce genre de trucs, mais rien de particulièrement. Si, je me souviens de la soirée où ma grande sœur m'a involontairement, je tiens à le dire, n'appelez pas la DAS mais m'a involontairement éclaté la tête contre le radiateur de la cuisine. Non. Le bon radiateur en fonte, quoi, celui qui a un taux de pénétration dans le corps, dans les corps osseux assez efficace. Ouais. Donc je crois, j'ai le souvenir de ma tête qui fait T'as le son un plongeon. Non, j'ai la visualisation du radiateur qui... Ah, bonjour monsieur, vous êtes assez proche. T'as une cicatrice de ça encore Je crois que j'ai une petite cicatrice. Je sais plus si c'est ici ou ici. C'est dangereux. Tu vois, la vie est métal. Ouais, la vie est métal. C'est pour ça que j'ai les cheveux longs, c'est pour cacher la cicatrice de la vie. De la vie. Si tu pouvais avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimerais-tu incarner? Je réfléchis aux artistes que j'aime bien, mais qui ont des vies qui sont quand même fun. Métal. Ouais. Qui dont j'aimerais bien... Oula, cette phrase elle est pas sortie comme il fallait. De qui j'aimerais bien avoir la vie? Je pense forcément à des artistes que j'écoutais quand j'avais 14-15 ans, tu vois, parce que c'est un peu les documentaires que j'ai regardés à ce moment-là. Je crois que j'avais lu un livre il y a quelques années, je sais plus comment ça, je crois qu'il s'appelait genre Punk is not dead, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment un docu, pas du tout. La meuf ne pense qu'à une chose. Un recueil d'interviews de gens qui ont vécu la période punk des années, des années Bowie, Lou Reed, etc. Et vraiment, ça avait l'air incroyable, mais incroyablement genre pété. Ouais. Enfin, dans le sens où c'est pas la vie que t'as envie de vivre, mais t'as juste envie de passer une soirée avec eux pour voir ce que ça fait de voir Bowie juste taper la discute. Non, mais ouais, je pense à un mec comme ça, Bowie, un truc où vraiment c'était il y a pas si longtemps, mais t'as l'impression que les vies étaient tellement différentes et que c'est des gens qui ont vécu 12 000 vies en même temps, quoi. Okay. Et ouais, je pense ça. Tu voudrais interpréter Bowie Ouais, en fait, des artistes. Enfin, je pense que j'aimerais bien voir ce que ça fait de vivre dans les années 70-80. Et si tu pouvais réaliser un biopic, tu le réaliserais sur qui? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment un truc que je veux faire dans ma vie. Parce que suivre une personne, c'est vraiment le truc le plus intéressant, je trouve, en vidéo. Quand tu arrives à trouver une bonne personnalité et la suivre,
enfin, tu te nourris vraiment des petites anecdotes. Bah, c'est aussi pour ça que tu fais des podcasts, tu vois. C'est parce que les anecdotes des gens, Ouais, bien avoir sûr. quelqu'un en face-to-face, c'est génial. Donc moi, c'est un peu le rêve d'une vie de suivre quelqu'un comme ça sur des années. Mais je pense que j'adorerais la suivre quand elle est pas connue, tu vois. Que ce soit un de mes potes qui commence un groupe ou un truc comme ça et arriver à le suivre genre sur 20, 30, 30 ans et en faire un truc de fou à la fin, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais il y a déjà des groupes que je suis un peu comme ça. Il y a un groupe qui c'est du spoken word. Les gens disent que c'est genre Fauve Birds in Row Ok. rassemblés en même temps, qui s'appelle Nous étions une armée. Ah oui. Et je les suis depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. À chaque fois qu'ils font un gros événement, là, ils ont fait une cigale, donc je les ai filmés à la cigale. Ah oui. Enfin, une cigale première partie. Hein, Ok, d'accord. Première partie de qui? de Hervé, qui est un truc de chanson française un peu pas techno, mais un peu électro. Ok. Et eux, à chaque fois, je me dis, ouais, ce serait trop chouette que ça devienne quelque chose de cool et que j'ai les images d'il y a 10 ans Ouais. pour ouais. montrer que, en fait, des blagues qu'ils faisaient quand ils étaient au conservatoire jusqu'à genre des grosses scènes qu'ils vont faire. Donc, voilà. Mais il faut mettre comment dire? J'allais dire ses œufs dans le bon panier, mais je sais pas si c'est ça l'expression. Il faut suivre la bonne personne. Oui, il faut le sentir. miser sur le bon cheval. Voilà, c'est pas du tout la bonne expression que j'ai utilisée. Il faut miser sur le bon cheval. Mais après, moi, justement, je trouverais ça limite intéressant. Parce qu'on a plein de... Il y en a quelques-uns, tu vois, des documentaires, justement, qui suivent des petits artistes jusqu'au moment où ils deviennent gros, ou même des artistes, je pense à Enville, de Story of Enville, qui ne réussissent pas, mais qui finalement ont leur rédemption. Ça serait intéressant d'avoir un documentaire sur un artiste qui arrive pas, Ouais. qui réussit pas. C'est sûr. Ce serait déprimant, hein. Mais ce serait la loose. un bon film, c'est un film avec un enjeu, tu vois. Donc il faut qu'il y ait un truc qui te tienne quand même Ouais. en haleine. Bah, il y a un enjeu, c'est la réussite, mais est-ce qu'un bon film doit avoir une bonne fin? Pas forcément. C'est vrai. Si tu ne devais garder qu'un seul sens, entre le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe ou le goût, lequel serait-ce? Je pense que Attends, on va faire une pause hélicoptère. c'est stylé, pose hélicoptère. C'est à cause du Stade de France à proximité. Ah ouais? Ah, en général, oui, en général. C'est la les- sécu. Ouais, en général, les hélicoptères sont là pour ça. Il dépose Beyoncé. C'est ça. Hmm. Harry Styles. Ouais. Là, c'est passé ça. Donc, si tu ne devais garder qu'un seul sens. Bah, je pense que le pire à perdre, ce serait l'audition. Je dirais de garder l'audition. Ok. Parce que. Je sais pas, je pense que moi, c'est un truc qui me travaille pas mal. Enfin, les problèmes auditifs, etc. Moi, je me suis toujours protégée en concert et je vois plein de potes qui l'ont pas fait et qui sont hyper affectés par ça. Enfin, moi, ma meilleure pote, par exemple, bon, elle aime pas forcément les musiques extrêmes et tout, donc je l'emmènerai pas en concert de toute façon, mais c'est vrai que bah, même si c'est des trucs où je me dis elle pourrait kiffer, elle a des problèmes là-dessus et enfin, c'est quand même dur, quoi. Donc Ouais. je pense que je garderai ça juste parce que quand tu l'as pas, vraiment ta vie elle est complexe. Et en même temps, pas pouvoir regarder des petits films, c'est chiant aussi, quoi. Ah, c'est chiant, ouais. Mais je sais pas, tu garderais quoi, toi? Moi, ce serait le toucher. Ah ouais? Mais pour une raison purement pratique. Ok. C'est parce que je pense que tu peux d'une certaine manière entendre avec le toucher, Oui. avec les basses, Ouais. et ce genre de choses. Tu peux voir avec le toucher, en dessinant, tu vois, en voyant les trucs. Tu peux savoir que tu es en train de te brûler avec le toucher et donc ne pas mourir. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être le sens le plus sous-estimé, le plus important dans notre survie. Parce que bon, l'odorat et le goût chez l'être humain, il est éclaté. Enfin, c'est un gadget chez nous. Ouais, mais manger, c'est cool. Oui, non, mais c'est ça. C'est des sens qui sont cool. Mais ouais, je pense que ce serait le. Après, ouais, je pourrais dire Louis parce que je fais du podcast et que j'écoute beaucoup de musique et que pareil, on peut regarder un film juste avec sa bande sonore. Mais ouais, pour la vie de tous les jours, je pense que c'est le toucher qui reste le plus. C'est leur faire cette question en vrai. Ça. Oui, ah bah oui, hein, après, j'imagine dans une prison là, juste il n'est pas toucher dit, des trucs. Tu sais. il n'est pas dit que le reste de la vie soit agréable Oui. en ne conservant qu'un seul toucher et qu'un seul sens. As-tu déjà collectionné quelque chose? Est-ce que j'ai déjà collectionné un truc? Non, je pense pas parce que j'aime pas accumuler des objets.
J'aime bien avoir des... Même Enfin, dans les objets qui me servent à taffer, j'aime bien être assez limité dans ce que j'ai. Et je vis dans 20 mètres carrés, donc je peux pas... Ouais. Enfin, il y a des gens qui accumuleraient dans 20 mètres carrés. Hein. C'est moi qui... Oui. Qui... qui kiffe pas avoir des trucs. D'ailleurs, là, je me suis débarrassée de l'unique étagère que j'avais chez moi. Ah ouais. Parce que, en fait, c'était là ces objets qui sont chez moi depuis 4 ans et que je n'ai pas touché depuis 4 ans. Okay. Ça veut dire qu'ils me servent pas, donc je m'en débarrasse, même si je les aime bien. Donc, ouais, Marie Kondo. Ouais, bah, non, parce que j'ai quand même des trucs chez moi, tu vois. Enfin, j'ai quand même plein de BD, plein de trucs comme ça, mais vraiment, les objets inutiles que j'ai chez moi, type figurines et tout, parce que j'adore les figurines, c'est quasi que des trucs qu'on m'a offert. Parce que moi, même si j'aime bien ça, rajouter quelque chose chez moi, ça m'embêterait. Moi, j'aime bien que ce soit genre carré. Et pour la musique, t'as pas du tout un rapport matériel avec pas à l'exception des claquettes, évidemment. Évidemment. Qui fait du 41 et qui aime Nothing peut venir chez moi récupérer des claquettes Nothing. Tu pourrais lancer une collection de claquettes de groupe. Ouais. Je pense que ça prend pas beaucoup de place. Je pense pas. Je pense que je dois en avoir 2 ou 3. Je pense que je peux choper des Iron Maiden ou des trucs comme ça. Oui, voilà, ou des Behemoth, ouais. ce genre de. Mais c'est marrant parce que justement de ce truc de se débarrasser de mon étagère. En fait, dans mon étagère, il y avait la moitié, c'était des CD que j'avais achetés quand j'avais 14-15 ans, une fois que j'étais ado, quoi. Et où à cette époque-là, bah oui, je collectionnais genre tous les disques que j'aimais bien et tout. Mais en fait, même s'il y en a que j'aime bien et que j'ai gardé, qui sont soit des CD qui sont collector, soit des trucs que j'ai achetés dans des pays étrangers, parce que c'est lié à des souvenirs et tout. Ouais. Reste, franchement, avoir juste des objets inertes chez soi, ça m'intéresse pas trop. Le truc que je collectionne maintenant, c'est plus les prints des artistes que j'aime bien. Ouais. Mes murs, il y a pas mal d'affiches de concerts, de choses comme ça, de photos, de potes. Mais c'est pareil, j'en ai 10 ou 15, quoi. J'en ai pas. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais pour moi, ça, c'est une collection qui a de la valeur parce que c'est des vraies œuvres d'art et elles sont cool, quoi. Ouais, c'est un but décoratif. Oui, puis il y a un. Comment dire ? Il y a un vrai art derrière. En général, c'est des gens que je connais, donc je sais que ça a été imprimé à la main, des choses comme ça. Je dis ça et j'ai un énorme requin en peluche sur mon lit, donc voilà. Je suis pas parfaitement minimaliste, mais quand même. Tu y tends. J'y tends. Tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi ressemblerait-elle ? Alors, c'est au Petit Bain, parce que c'est ma salle préférée de Paris. Parce que en plein été, mais quand il fait 25 degrés, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que t'es là, t'as un t-shirt, tu peux mettre ta tenue grave stylée et en même temps, tu meurs pas de chaud. Il y a Turnstile qui joue. Ah ouais. Et il joue Glone dans l'ordre. Ok. Et un petit set de Nothing après. Alceste, mais il joue juste sur l'océan couleur de fer, qui est ma chanson préférée. Ok. Et il y a des stands. Et il joue dans la cale ou sur le. Je pense qu'on peut profiter des trois. Au Petit Bain, il y a. Tu mets les trois, tu mets Nothing, Alceste, Turnstile, avec 15 minutes entre chaque, comme ça il y a le temps. La clim est allumée au Petit Bain, ce qui est important. Et il y a de la bouffe vegan gratos. Ce qui n'est pas toujours le cas. Clim. Que la clim soit. J'ai un souvenir du Post in Paris l'année dernière où il y avait tellement de fumée parce que les groupes genre Nature Morte et tout, on utilisait beaucoup, que ça clashait avec la clim et du coup il n'y en avait plus. Et après, bruit à jouer et les gens c'était trop chaud, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vraiment, on suait. Tu sais, quand tu sens que son corps il est huileux, tes vêtements, c'est horrible. Et que ça sèche pas parce que ça reçu. Enfin, horrible. Cette année, ça allait. C'était cool. Et et plein de bouffe vegan parce que j'adore manger, je suis vegan. Et open bar parce que j'adore l'alcool. Voilà. Très bien. Toi, c'est quoi ta soirée Alors moi, ce serait à côté d'un point d'eau, un peu dans un environnement un peu bayou, avec une baraque, avec une grange, des concerts évidemment. Je pense que j'ai une grosse période où j'étais fasciné par tous les groupes de la Nola. Genre Crowbar fait partie de mes groupes préférés. Crowbar. T'es allé les voir Je les ai vus au club, non au Gibus. Il y a longtemps. Au Gibus, ils sont passés. Ouais. Ils sont passés au Glazart plein de fois. Ils sont passés à la Flèche d'Or il y a longtemps avec Hangman's Chair en première partie. Je les ai vus à quasiment tous leurs concerts. C'est juste que là, la dernière fois qu'ils sont passés, c'était avec Black Bombay en première partie. Et j'ai dit, faut pas déconner quand même. J'aime Crowbar, mais je m'aime aussi. Ouais. Mais ouais, donc je pense qu'il y aurait Crowbar, des trucs un peu pesants.
Donc dans un truc un peu bayou, on pourrait se baigner avec un peu des lanternes, des lupiotes, un truc un peu guinguette aussi. Je sais pas si t'as vu le film qui s'appelle Les Bêtes du Sud Sauvage, où les mecs vivent dans un espèce de village fait de briques et de broc et tout. Donc un truc un peu Peter Pan en fait, un peu le village. Ouais, j'allais dire il manque un crocodile et un capitaine. Un peu village des enfants perdus. Et donc je pense il y aurait Crowbar en concert, il y aurait peut-être des copains du hardcore quoi, Sorcerer, tout ça. Et ensuite un DJ set des copains de la Fonquerie. Parce que comme j'ai dit, j'écoute beaucoup de rap. Et donc la Fonquerie, c'est un collectif c'est des potes à moi qui mixent, donc qui font des soirées et très orientés rap sudiste en fait, sud des États-Unis, donc très lent, très groovy et tout. Et voilà, et plein d'alcool. Plein d'alcool et barbecue et barbecue vegan d'ailleurs. Respect à nos ça m'irait aussi. Et donc je pense ce serait un truc. Mais ouais, faudrait qu'il y ait de la nature en fait. J'ai toujours aimé les soirées dans les grands jardins et dans les c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ouais, c'est marrant, moi j'ai toujours habité à Paris et donc j'ai pas cet attrait-là de la nature. Ouais. Et à chaque fois que je suis dans une maison à la campagne, je me dis c'est vrai que c'est cool. À côté de ça, j'ai toujours vécu en région parisienne, mais j'ai vécu en banlieue, donc mes parents avaient une maison avec un grand jardin, donc forcément. Parce que tes parents sont de Paris aussi. Ouais, mes parents sont de Paris, genre intramuros. Enfin, ils sont pas ensemble, mais ils ont toujours habité intramuros. Et en fait, c'est pour ça que moi, vivre dans 20 mètres carrés, ça me dérange pas trop, parce qu'en fait, j'ai toujours eu des espaces plus petits que ça pour moi, donc ça va quoi. Alors, je ne sais, on n'a pas du tout abordé ce sujet. Peut-être que la réponse va être très très courte et va être je n'y joue pas. Mais quel est le jeu vidéo auquel tu as le plus joué? Zelda, Tears of the Kingdom. Il vient de sortir. Breath of the Wild. Ouais, d'ailleurs, j'ai un peu un problème parce que j'ai vraiment passé le mois de mai le plus intense de ma vie, je crois, que ce soit sur tous les aspects. Et j'étais là, je voyais ma Switch chez moi et il était 4h du mat et je rentrais. Là, je peux pas jouer maintenant, mais j'ai tellement envie de jouer. Et c'est les Zelda et Mario et Kirby. C'est un peu les seuls jeux auxquels je joue vraiment. Ok. Parce que je suis très vraiment Nintendo. Bah, en fait, je suis vraiment nulle aux jeux vidéo. Et je comment dire, j'accuse un peu mes parents là-dessus parce que ils étaient très anti-télé, trucs comme ça quand j'étais jeune. Ce qui est très bien. Je suis très contente de ne pas avoir été matrixée par la télé quand j'étais petite. Ça a ses avantages, ouais. Ça a ses avantages. J'ai toujours aucune attention, donc ça change pas grand-chose. Mais par contre, j'ai pas du tout joué aux jeux vidéo quand j'étais petite, voire ado. Et je pense que j'ai pas développé ce truc où tu sais faire les esquives et t'es fort aux jeux vidéo. Tu vois, je suis vraiment pas bonne à ça. Donc Tu ne joues donc pas à Dark Souls? Bah, j'ai joué à Dark Souls et vraiment le premier boss m'a défoncé et je suis retournée, il se rappelait de moi et j'étais là, c'est mort. Je ne joue pas. En fait, ça me stresse trop. Ouais. Je le prends trop au premier degré. Donc j'aime bien les jeux d'exploration et tout. Et pour moi, Breath of the Wild, c'est le jeu parfait. Mais tu vois, Breath of the Wild sans les boss, ce serait encore mieux, quoi. Ok. Parce que vraiment, juste de l'exploration et de la balade. Des trucs où tu transportes des bouts de bois et des trucs comme ça, quoi. Vraiment. Et donc, t'as quand même commencé Tears of the Kingdom ou Ouais, bah j'ai réussi à jouer, mais c'est vrai qu'il y a des matins là où je me suis mis des réveils pour jouer avant d'aller au taf. Ah ouais. Okay. Parce que je me suis dit, j'ai envie de faire ça, mais je vais au taf tôt et je rentre tard et voilà. Donc notre coloc aussi est dessus en ce moment avec sa copine. Ah, mais c'est trop bien. Et ça sert à rien de dire que c'est bien parce que les gens le savent, mais c'est bien, il faut y jouer. Je n'ai jamais joué à un Zelda de ma vie, donc. Ah ouais. Ouais. Toi, t'es plus Dark Souls. Pas du tout. Mais en fait, moi, j'ai exactement les mêmes parents que toi sur les jeux vidéo. Toujours eu cette volonté de pas. Alors, la télé, on y avait droit. Par exemple, je sais que si je voulais me mater un film, ça a jamais été vraiment un problème. Ouais. Genre mater des films. Ça faisait partie, mais c'est une culture bourgeoisie intellectuelle, donc c'est valorisé socialement en fonction du film que tu regardes. Tu vois, si je voulais me regarder un Hitchcock, il y avait pas de problème pour que j'allume la télé. Voilà, il m'aurait pas laissé regarder Jackass, je pense. Ouais. Parce que ça c'était bête, quoi. Donc Ou alors pas à chaque fois. Et donc ils ont toujours refusé que j'ai une console de jeu, qu'il y ait une console de jeu à la maison. J'avais le droit d'avoir un jeu sur le PC. Donc voilà, j'ai un peu joué aux Sims, un peu joué à Age of Empires, ce genre de choses. Zoo Tycoon, ça c'était cool.
Et donc je me suis mis à jouer quand j'avais 20-21 ans, un truc dans le genre. Et donc non, j'ai jamais essayé Dark Souls et je ne veux pas essayer Dark Souls parce que je sais que je vais me faire défoncer. Et en revanche, je ne veux pas non plus on parlait de Twitter tout à l'heure quand tu es arrivé, des débats qu'il peut y avoir. J'adore Twitter, les gens sont c'est fous. C'est génial Twitter. Et il y a souvent des gens qui sont en mode qui demandent à ce qu'il y ait des niveaux de archi faciles sur tous les jeux et qui disent ah mais vraiment les fans de Dark Souls sont insupportables, ça touche pas, enfin à vouloir protéger leurs difficultés. Et j'ai aussi envie de leur dire ouais mais en fait faut que vous compreniez que tout produit culturel ne s'adresse pas à vous et vous n'avez pas à avoir accès à tout produit culturel, et il y a des produits culturels en fait qui demandent un vrai effort pour y avoir accès, et c'est pas grave. Et moi Dark Souls, je regarde les images, je regarde le lore, je me dis oh ça a l'air fou, je pense que je serais fan, mais on me dit ouais mais tu te fais défoncer. Moi j'ai horreur de me faire défoncer, je suis comme toi, j'aime rouler sur le jeu, j'aime vraiment me balader. Là j'ai joué récemment à Red Dead Redemption, ça m'allait très bien d'être sur mon cheval. C'est pas dur Red Dead? Non en vrai c'est pas dur, franchement c'est pas dur, tu le fais facilement. Et je sais que je jouerai jamais à Dark Souls et c'est pas grave, je peux regarder des let's play mais ouais, enfin j'ai un peu ce... Mais je suis d'accord. Moi franchement j'ai fait Kirby en facile, donc vraiment, et j'aurais pu le faire en difficulté normale mais j'avais pas envie. En fait, j'avais envie de voir les environnements, voir l'histoire et tout quoi. Enfin la vie est déjà assez difficile pour que les jeux vidéo te remettent une mandale derrière, et en plus ce soir tu vas en chier toute la soirée quoi. C'est ça. Je sais pas si on parle des vieilles vidéos YouTube, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais si tu te souviens, mais j'avais des potes qui regardaient ça, moi j'en avais regardé une. C'était des mecs qui philosophaient sur les jeux vidéo, et donc une vidéo qui expliquait que Kirby était plus violent que GTA. J'ai vu ça. Et vraiment les mecs partaient très très loin en termes de philosophie sur pourquoi Kirby, sur le fait que comme il était immortel et tout ça. En vrai il avale des gens et tout, c'est pas cool. Ouais, c'est pas fou. Dans 40 ans, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ta vie? Pour avoir essayé de chercher un appart à Paris il y a pas longtemps, parce que j'ai un peu de thunes de côté et je me suis dit l'approche des 30 ans arrivant, je vais peut-être essayer d'être un vrai adulte et d'investir. Et j'ai abandonné parce que j'aurais pu acheter un appart, mais ça aurait vraiment été un taudis par rapport à ce que j'ai là, donc j'avais un peu la flemme. Je pense qu'à 40 ans, si j'ai un appart à Paris, à moi, enfin en tout cas que je suis en train de payer, aussi cool que le mien mais un petit peu plus grand, je pense que j'aurais réussi, et d'avoir les mêmes potes que Manon, ou en tout cas des gens aussi cool, parce que c'est ça qui compte au final. Parce que le taf et tout, je sais que ça va aller, mais il y a pas de truc de genre sortir le documentaire ou non, mais j'ai pas envie d'être j'ai pas des envies de grandeur ou des trucs où je me dis que j'ai envie, je sais pas, de gagner des prix ou des choses comme ça quoi. Je pense que j'ai envie de reconnaissance, un peu comme tout le monde évidemment. Enfin c'est cool quand ton travail sert à quelque chose, mais non, juste d'être tranquille quoi. Tranquille, posé à Paris. Penses-tu être de bons conseils? Est-ce que je suis de bons conseils? Je pense, ouais. Enfin, ça dépend un peu sur quel type de conseils on parle. Je pense que j'arrive bien à mettre dans la peau, dans les problèmes des gens. Peut-être via genre les études que j'ai fait et tout, parce que j'étais journaliste, donc t'apprends quand même un peu à comprendre enfin, à être un peu empathique avec les gens. Pas que ça vient que du travail, mais après, je trouve que globalement, mon conseil global, c'est les gens se prennent un peu trop la tête sur tous les problèmes. Enfin, je peux en parler de Twitter, mais pour moi, Twitter, c'est... En fait, je crois que ça me fait du bien de lire des trucs sur Twitter, parce que je me rends compte à quel point, genre, vraiment des problèmes tout simples deviennent super compliqués. Et à quel point il faut pas gérer sa vie comme ça. Et c'est un peu une curiosité malsaine de regarder le truc et de me dire, les gens sont complètement tarés. Enfin... typiquement, on parlait là de concert de BMTH. Il y a des gens qui ont slamé, il y a des gens qui aimaient pas le slam, et il y a des gens qui aimaient le slam, et au lieu de dire on n'aime pas la même chose, désolé, et les gens ont vraiment dit on se retrouve sous le pont et on se tabasse au prochain concert de hardcore. C'est faut interdire les slams, et c'est j'ai slamé 2 fois plus dans la gueule. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, je pense que je peux donner des bons conseils aux gens qui sont globalement chill, vraiment chill. Que fais-tu pour t'endormir? Je regarde TikTok.
Donc, Qui- ça marche ça pour s'endormir? En fait, moi, j'ai jamais capté ces trucs de. Je sais pas, il faut lire un livre, il faut genre pas être sur son téléphone et tout. Pour moi, le moment où je me couche, c'est le moment où je vais avoir 1 heure et demie, où genre c'est que à moi et je vais vraiment genre devenir débile. C'est-à-dire que je vais scroller TikTok, enfin, et c'est comme ça que j'arrive à m'endormir. Mais je pense que c'est des trucs de millennials, quoi. Enfin, je me suis pas endormie sans écran depuis 28 ans, je pense. Enfin, toute ma vie, quoi. Donc ouais, non, ça marche bien. Je sais pas, t'as une routine, toi Ouais, bah, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. Bah, en fait, ça dépend. Est-ce qu'on parle de ce que je fais avant de dormir? Parce qu'effectivement, oui, je suis sur mon téléphone ou je suis en train de regarder un film ou ce genre de truc. Mais, ou ce que je fais quand j'arrive pas à m'endormir. Et ce que je fais quand j'arrive pas à m'endormir, c'est que je me parle à moi-même. Ah ouais? Ouais. Les gens commencent à... limite, je m'auto-interview. Ah ouais, c'est pas mal. Je sais pas si tu as vu le film The Commitment de Alan Parker. Je te recommande. Super film sur la musique, sur un mec qui monte un groupe de soul dans le Dublin des années 70-80. Et donc on suit le manager du groupe qui s'appelle Jimmy et à de nombreuses reprises dans le film, il s'auto-interview, donc soit dans son lit, soit dans son bain, tout ça, sur le futur succès du groupe qu'il est en train de manager. Et je me fais un peu ça en fait quand j'arrive pas à m'endormir et ça marche super bien. Ouais, moi ça te focus quoi. Ouais. Moi j'ai un truc auquel je pense, mais c'est un peu ridicule, c'est quand vraiment j'arrive pas à dormir. J'imagine des histoires avec la peluche que j'avais quand j'étais petite, qui devient boulanger. Parce que je crois qu'il y a un truc super rassurant dans le fait de faire du pain. Et je pense que c'est des trucs qui viennent un peu de l'enfance ou enfin ça doit être des rêves que j'avais eu quand j'étais enfant, mais je sais pas, ça me calme d'imaginer genre un truc que j'aime bien en train de faire à manger. T'as fait ton propre pain pendant le Covid? Oui, tout à fait. C'est vrai. Je suis un énorme cliché. Mais j'ai fait le premier confinement toute seule dans 20 mètres carrés. Ah ouais. Donc il fallait trouver des activités. Donc j'ai tout fait, je pense, tous les trucs possibles. Mais c'était trop bien. Moi j'ai trop kiffé. Le deuxième, je suis partie parce que je suis allée voir. J'étais dans une coloc à Strasbourg qui était super grande et tout. Mais le premier, j'étais là, j'avais mon petit cocon. J'étais trop bien, j'ai jamais fait autant à bouffer, j'ai jamais dépensé autant de thunes en bouffe que pendant le Covid. J'allais chez Naturalia, qui a vraiment genre abusé niveau prix, et je rentrais avec 100 balles de nourriture, tu vois, et j'étais trop bien, j'étais trop bien. Si tu pouvais convaincre toutes les personnes de changer une habitude, laquelle serait-ce? Bah, c'est facile, hein, c'est faut arrêter de manger de la viande, je pense. C'est... Moi, je suis pas le vegan extrémiste qui regarde mal les gens qui mangent de la viande. Enfin, je m'en fous. On peut faire des barbecues et je peux avoir ma saucisse à côté des trucs des autres et tout. Mais j'ai du mal à comprendre. Je comprends les gens qui sont pas vegan ou végé parce que c'est déjà un privilège pour moi de l'être parce que c'est quelque chose qui vient après avoir sécurisé un peu tous tes autres besoins. En fait, de réfléchir à ce que tu manges, c'est quand même un luxe. Mais les gens qui sont dans ma vie à moi, c'est-à-dire qui sont plutôt safe financièrement, qui sont plutôt safe en famille, etc., je comprends pas pourquoi est-ce que au moins ils mangent pas beaucoup moins de viande. Ouais. Enfin, je veux dire, tout te dit qu'il faut pas trop le faire. Et je capte que c'est des questions de goût. Et moi, je veux dire, je prends l'avion, des choses comme ça. Donc vraiment, genre, je dis pas du tout que je suis parfaite et tout. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi l'empathie envers les animaux touche pas les gens. Et je dis pas au point d'être vegan, parce qu'être vegan, c'est quand même des contraintes. Même quand t'habites à Paris, etc. Mais oui, ça a l'air plus simple à Berlin. Oui, en fait, je pense qu'à Berlin, tous les restos, t'as une option, donc t'as pas besoin de faire de marcher plus pour trouver un resto vegan ou des choses comme ça, quoi. Mais ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est pas plus répandu. Ouais. Le seul truc que je peux comprendre, c'est les gens qui sont vraiment à fond dans la bouffe et qui vraiment genre cuisinent super bien, etc. et qui du coup trouvent un plaisir genre extrême parce que c'est super bon, hein, le poisson, la viande et tout. Et là, je comprends, mais les gens qui bouffent normalement ou qui achètent genre de la viande de supermarché, vraiment, je capte pas. Je dis ça, t'es peut-être pas du tout végé ni rien, mais... Alors non, je suis pas végé, je mange assez peu de viande parce que ça coûte trop cher. C'est vrai. En fait. Et que, pareil, je préfère, j'aime bien cuisiner, comme on l'a dit. Et quitte à cuisiner de la viande, je préfère cuisiner de la bonne viande, de bonne qualité. Et en plus de ça, j'aime bien aussi tester des nouvelles recettes végé.
Mais ouais, je voulais dire un truc, mais je l'ai perdu. Ouais. C'est Sur le fait d'être vegan. oui, si je voulais te demander si peut-être pas du tout, hein, mais on l'a très vite abordé et c'est quelque chose que les gens remarqueront peut-être. C'est vrai que dans la scène hardcore, il y a la scène straight edge, donc c'est quand même un penchant de la scène hardcore, le fait d'être vegan. Il y a un lien pour toi, c'est lié ou pas du tout? Les deux sont arrivés de manière différente dans ta vie. Entre le véganisme et ta décision de devenir en fait, vegan. Ouais. Parce que moi j'étais déjà végé avant d'écouter vraiment du hardcore, etc. Qui était parce que j'avais vu des films ou des choses comme ça, ou des documentaires, des chiffres, ils disaient que c'était mieux. Mais j'étais végé et je voulais pas être vegan parce que j'étais un peu jeune, donc déjà contrôler ma bouffe c'était compliqué. Et j'ai rencontré une pote qui s'appelle Angie à un concert de Knock Loose. Et en fait, je sais pas, on parlait et elle était végane depuis 8 ans. Et elle était devenue, suite à des concerts, je crois qu'elle était allée au Yepper et il y avait des conférences sur le véganisme et elle était devenue végane suite à ça. Et en fait, je me suis dit, mais attends, elle est végane depuis 8 ans. Alors moi, j'ai aucune excuse pour pas l'être en fait. Enfin, elle est pas morte, elle est là, elle est en bonne santé. Tout va bien. Donc c'est un peu le dernier truc de culpabilisation qu'il me fallait, où je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas d'excuses. Et je suis devenue végane à ce moment-là. Donc, ouais, c'est carrément lié. Et je pense que si je le tiens aussi bien, je fais des écarts, hein, ça m'arrive. Parce que je suis souvent à l'étranger et pour le taf, où des fois, c'est pas moi qui cuisine. Donc, ça peut m'arriver de manger du fromage quand c'est un peu question de pas manger ou manger du fromage. Mais ce qui me fait autant tenir le véganisme, face à une société qui ne l'est pas du tout, c'est carrément la scène hardcore, ou de temps en temps il y a quelqu'un qui va sortir une chanson qui parle de ça et ça va te remettre en tête pourquoi tu l'es. Et parce que à tenir en habitude, c'est quand même pas facile, quoi. J'imagine que tu as vu la vidéo qui est sortie il y a une semaine, 2 semaines, d'un groupe de hardcore, j'ai oublié le nom, où le chanteur est archi stock. Et il dit, go vegan, vous avez aucune excuse. Je l'ai partagé sur Twitter. What about my proteins? Je vous prends tous un par un à la bagarre et pourtant je suis... Tu sais, je l'ai partagé en story cette vidéo et je me suis dit, ah ouais, ça va peut-être saouler des potes à moi et tout. Et en fait, je crois que j'ai jamais eu autant de likes sur une story de ma vie, tu vois. Enfin, les gens sont globalement tous d'accord. Alors bon, il y a de fortes chances que la réponse soit celui que je fais actuellement. Si tu pouvais exercer n'importe quel métier, lequel choisirais-tu? Non, en fait, il y a plein de métiers que j'aimerais exercer qui sont pas le mien et que je le fais pas parce que c'est une question de temps, parce que le mien me prend déjà tout mon temps. Mais moi, j'adorerais faire des lights en concert. Et en fait, j'aimerais trop faire une formation et le faire. C'est juste que concrètement, si je le fais et que ça me plaît, ça va complètement clasher avec ce que je fais actuellement. Donc, je me dis que je le ferai peut-être plus tard dans ma vie, quand la vidéo, ça me saoulera. Mais moi, j'ai pas envie de faire des docus toute ma vie, forcément. Franchement, je pense qu'à un moment, j'en aurais marre. En général, quand je fais 3 fois la même chose, au bout d'un moment, ça me saoule, quoi. Par exemple, j'ai fait 2 docus scientifiques. C'était trop bien, on est parti dans le monde entier, etc. Mais voilà, au bout du 2e, je suis là, c'est bon, je l'ai fait. Je vois pas l'intérêt d'en faire un 3e. Donc, faire des lights, j'aimerais bien. Et il y a un autre rêve que j'ai un peu. Parce que ma sœur est tatoueuse depuis pas longtemps. Je le disais. Et j'adorerais monter un shop avec elle à Paris. Et je pense que je serais hyper bonne à être manager d'un shop de tatouage. Mais pour moi, c'est pas un truc qu'il faut faire tout de suite. C'est peut-être un truc que je ferais dans 5 ou 10 ans, quand elle sera super implantée dans le milieu. Mais vraiment, genre, gérer des gens, gérer l'administratif et tout, moi, c'est des trucs, ça me fait kiffer. Donc, peut-être un jour. Tu voudrais faire une alternative à Frozen Record, un disquaire. Ouais, c'est ça. Un truc entre Frozen ou le gamin à 10 doigts, par exemple, où je trouve que c'est un peu admirable la façon dont il gère son shop, quoi, parce que du coup, il construit tout lui-même, il gère ses équipes et tout, et moi, ça m'intéresse vraiment de faire ça, d'avoir un lieu, quoi. Je pense qu'on a tous un peu ce rêve de se dire, je vais ouvrir, je sais pas, un coffee shop, disquaire, salle de concert, Mais j'avoue qu'ouvrir un salon de tatouage, pour moi, ça tient pas du rêve, ça tient d'un truc du projet. Du projet, ouais. Du projet un jour. Comment les gens qui te connaissent te décrivent-ils? Oula. Je sais pas trop. Je pense que je suis cool. Enfin, j'espère. J'ai pas trop de problèmes, quoi. Mais franchement, je saurais pas dire. Je crois que j'ai pas assez d'ego pour répondre à cette question, mais...
Oh, Ouais. très très belle réponse. Si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne connue, de qui serait-ce? Ça veut dire que je voudrais récupérer des trucs cool. Je pense que le chanteur de Turnstile, comme ça j'ai les morceaux. J'ai les morceaux avant. T'as les démos. Ouais, j'aimerais bien. Mais comme je suis nulle en ordinateur, je pense que ce serait plus ridicule. Ouais, forcément un musicien qui va sortir des trucs que j'aimerais bien ou des choses comme ça, quoi. Toi, t'as une réponse à ça ou... Ouais, bah alors si c'était pour récupérer des trucs cool, si c'était pour récupérer des trucs cool, ce serait pas une personne connue dont je vais créer l'ordinateur, j'hackerais l'ordinateur de Van Record, qui est le label, qui était le label de The Devil's Blood. Parce qu'au moment où The Devil's Blood se sont séparés, ils ont annoncé un troisième album posthume, un EP acoustique et un DVD live. Et on a eu que le troisième album. Et je veux voir le DVD live et je veux écouter l'EP acoustique. Surtout que j'ai parlé avec des gens qui ont notamment interviewé Farida, la chanteuse, ou qui connaissent un peu et qui me disent en fait ces projets existent, tout est monté, tout est validé, tout existe. Mais pourquoi c'est pas sorti? C'est pas sorti parce que finalement Selim était pas sûr de vouloir les sortir. Il s'est donc suicidé et que sa sœur refuse de sortir. Après. Je me dis l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont réédité, ils ont réédité l'intégrale de la discographie et pour la première fois, ils ont pressé la première démo en vinyle, alors que pendant toute la durée d'existence du groupe, sur le site, il était dit que jamais il ne serait fait une utilisation commerciale de cette démo. Donc peut-être qu'un jour ça va sortir. Donc si c'est pour récupérer des trucs cool, je hack l'ordinateur de Van Record et je récupère Je suis check pour toi et tu gardes. Voilà. Et sinon, non, je hackerai l'ordinateur soit de Bernard Arnault, soit de Jeff Bezos, soit d'Elon Musk et on vide les comptes, on clôture les entreprises et on redistribue un peu la richesse. Ouais, je m'en donne à moi, j'adore l'argent, donc vraiment si. Pareil, non mais évidemment qu'au passage, on grappille 1 million ou 2. Juste pour prendre un petit appart à Paris. Et ouvrir un shop. Et après le reste, pas de problème. Voilà. Les gens, ça peut distribuer, y a pas de problème. Partir en vacances au Japon. Voilà. À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant? Je crois que le fait d'avoir une sœur fait qu'on s'est un peu cassé nos trucs de Père Noël et tout assez vite. Ça. J'ai pas le souvenir d'avoir cru un truc, à part la fée des dents, ou tu vois, les trucs un peu classiques comme ça. T'as cru à la fée des dents, toi, pas à la petite souris? Je sais plus c'était quoi. Je me rappelle, mais je suis même pas sûre parce que j'ai un souvenir pour le coup enfant de récupérer genre 2 € ou je sais pas c'était quoi la monnaie à ce moment-là, en dessous de mon oreiller, mais vraiment de savoir qu'il était pas là par magie. Tu vois. Je sais pas. Non, je crois que j'étais pas. Je croyais pas à des trucs abusés. Je suis plutôt terre à terre. As-tu déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Ouais, sur le fait que PNL c'est bien en fait. Ça fait plaisir. Ouais, je pense que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais besoin d'affirmer très très fortement les trucs que j'aimais pas en disant que c'était nul à chier, que vraiment j'écouterais jamais, tu vois. Et que maintenant que je suis un adulte intelligent et nuancé, j'ai moins besoin qu'on m'écoute parce que j'ouvre très fort ma gueule en disant que ce truc-là est nul. Après PNL, quand c'est sorti, tu étais déjà adulte. Enfin, je veux pas. Désolé, alors je veux pas provoquer, mais. Ça, c'est pas gentil, ça. C'est pas si vieux que ça. Non, c'est vrai, c'est pas si vieux que ça, mais je pense que. Ouais, sur le rap, j'ai changé d'avis radicalement. Je pense qu'au début, j'en écoutais pas du tout, ou alors des trucs que, objectivement, tout le monde aime. Oui, t'écoutais Eminem et Stupéflip. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis un enfant blanc de la classe moyenne supérieure, donc j'écoutais Stupéflip.
Mais ouais, non, j'étais très. Enfin, j'étais pas anti-rap et tout, tu vois, mais c'est vrai que c'était un truc que j'éloignais vachement de ce que j'écoute. Et maintenant, en fait, je retrouve dans le rap, en tout cas que j'écoute, la même chose que je retrouve dans le screamo ou les musiques extrêmes hyper. Enfin, pleines d'émotions, quoi. Ouais. Moi, j'écoute vachement des trucs de rap un peu pour ados, type l'UJPK, Columbine, des choses qui sont en français avec des paroles très naïves. Pas des trucs de gros gangsters et tout. Enfin, faut vraiment que ça parle de meufs, de relations et tout pour que je kiffe, quoi. L'homme pâle. Ouais, l'homme pâle, j'adore. Enfin, vraiment, plus c'est niais, plus j'aime. Et limite, quand les paroles me cringe, c'est encore mieux, quoi. Ouais, voilà. Vraiment, tout ce genre de trucs. Et j'adorerais aimer le gros rap américain et tout, mais ça me touche pas pareil, quoi. Ouais, et t'es pas du tout intéressé par les rapprochements justement entre la scène hardcore et la scène rap américaine? Si, de fou. Je pense à des groupes comme City Morgue, comme Suicide Boys, tout ce qui est les Buffett Boys, Pouya, Fatnik. Ouais. Bah d'ailleurs, je vais à la Outbreak cette année, qui a une affiche qui est vraiment entre rap, hip-hop, hardcore, etc. Bah il y a Denzel Curry en tête d'affiche. Il y a Death Grips, tout plein de trucs qui. Ouais, ok, d'accord. Enfin, j'aime beaucoup Death Grips, énormément de respect pour eux, mais quand un mec de la scène métal me dit bah si j'écoute du rap, j'écoute Death Grips. Oui, enfin. Ouais. Les gens dans la scène rap n'écoutent pas Death Grips. Oui, c'est sûr. Enfin, l'auditeur moyen de rap n'écoute pas Death Grips. C'est plus les auditeurs de métal, de noise qui vont écouter Death Grips, mais il y a plein de petits groupes de gens qui font du rap qui sont qui sont beaucoup moins gros que Denzel Curry, et j'ai trop hâte d'y aller, notamment parce que l'année dernière, la Outbreak pour moi c'était vraiment tout ce que j'écoute. Enfin vraiment, ils ont pris mon Spotify, ils ont fait un festival, donc c'était incroyable. Mais du coup, j'avais un truc d'excitation permanent, où genre il fallait être là partout parce que c'était mon groupe préféré. Cette année, j'y vais vachement plus en découverte, et notamment de groupes de rap, etc. Et j'ai trop hâte. Et en plus, je pense honnêtement que voir genre Denzel Curry avec un public de hardcore, ça va être un moment exceptionnel. Je pense que Florence, ma copine, donc elle a très très envie qu'on y aille, et malheureusement je ne peux pas parce que j'ai ma meilleure amie qui se marie ce week-end-là. Excuse acceptée. Et mais j'avoue que l'idée de louper, alors je sais pas s'il le joue toujours, mais si Denzel Curry joue Ultimate à la Outbreak, oh là 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 là, ça va être zinzin. Ouais, ça va être grand. Je pense que ça va être un moment. Et j'adore en plus le fait qu'ils aient prévenu personne qu'ils allaient faire une affiche comme ça. Ouais. Vraiment, moi j'ai un pote qui avait pris son avion, son Airbnb à l'avance parce que il pensait que ça allait être le même fest que l'année d'avant. Et il aime pas du tout le rap, je crois. Donc lui, il râle un peu, mais je trouve ça incroyable. Ils sont dans le futur, en fait. Les fests de hardcore, ça va être comme ça maintenant. Enfin, évidemment. C'est sûr. Ouais, je pense qu'il faut que la France commence à s'en emparer. Ouais. Le seul truc qui est en fait un des rares freins que je vois, les deux freins pour qu'il y ait vraiment cette rencontre entre le hardcore et le rap chez nous, c'est que d'un côté dans le hardcore il y a des mecs qui vont râler, qui vont faire les gros gatekeepers, et de l'autre côté c'est que les rappeurs prennent trop cher. Ouais. Les rappeurs prennent, quand je dis prennent trop cher, c'est en termes de cachet, hein. C'est là il y a pas longtemps, j'ai rencontré un groupe, tu vois, qui pourrait faire une soirée avec des groupes de hardcore et qui s'appelle Train Fantôme. J'adore Train Fantôme. Mais on a fait le groupe de rap ou le groupe de rap. Le groupe de rap, c'est trop bien. Parce qu'il y a un groupe de showgaze aussi qui s'appelle Train Fantôme, qui est trop cool. Non, le groupe de rap, on a fait une émission à la radio avec eux, et tu vois, les mecs sont assez jeunes quand même dans leur délire et dans leur projet, et ils pensent déjà à l'intermittence. Et c'est très cool. C'est une super bonne chose pour vous et tout. Mais je me dis, en fait, là, c'est déjà mort pour la rencontre avec le milieu hardcore, parce que dans le milieu hardcore, t'as aucun concert qui pourrait te filer un cachet, les cachets d'intermittence. Enfin, il y a pas les thunes. Surtout qu'ils sont beaucoup dans Train Fantôme, non? En plus. Ils sont 7. Ouais. 6 ou 7, ouais. Mais après, je suis complètement d'accord avec toi. Dans le sens où, évidemment que c'est dommage et qu'il faut pas tout faire pour la thune. Après, moi, une grosse critique sur le milieu hardcore ou métal ou un truc comme ça parisien, c'est qu'en fait, faire de la justice sociale sans payer les gens, c'est pas de la justice sociale en fait. Enfin, je suis d'accord aussi. Et je sais très bien que ça, c'est une belle phrase, mais dans les faits, évidemment qu'il faut quand même faire des concerts même s'il n'y a pas de thunes. Mais les gens qui râlent sur les prix des places de concert, etc., en fait, c'est normal. Enfin, l'argent, c'est la base de tout. Enfin,
ou alors tu fais tout gratos et tout, mais tu peux pas, les mecs ils se mettent des 300 balles d'essence pour venir. Genre au bout d'un moment, l'argent c'est le nerf de la guerre, quoi. Ah ouais, non, évidemment. Et même, tu vois, moi j'ai pas de mal à bosser gratuitement. Franchement, si les conditions veulent que je bosse gratuitement, je préfère le faire plutôt qu'on me file 100 balles. Ou alors tu me files un t-shirt et je fais une vidéo. Vraiment, tu vois, ça c'est ok, mais racler les poches des gens pour un truc, franchement, je préfère pas. Et des fois, il y a des gens qui me proposent des sous, je suis en mode, mais toi, tu passes ton temps à dire que t'es pour les droits des travailleurs, etc. Et de l'autre côté, tu veux me faire bosser pour ce prix-là. Enfin, c'est pas normal, quoi. Les choses se payent. Ou alors, t'es bénévole, mais dans ce cas-là, c'est dit, quoi. Enfin, je sais pas. C'est toujours un peu étonné. Penses-tu être trop gentil ou pas assez? Je pense que je suis un peu trop gentil. J'ai appris à dire non. Récemment? Assez. Enfin, j'ai toujours su dire non, mais j'ai appris à dire non de manière cash sans avoir peur que la personne me déteste. Assez récemment. J'ai toujours l'impression que c'est un peu ça. Par exemple, tu vois, mon docu, comme c'est mon docu, j'avais vraiment l'impression que si les gens l'aimaient pas, ils allaient pas m'aimer moi. Ouais. Tu vois, c'est un peu horrible comme truc. Je pense que j'ai un peu dérivé de la question, mais ouais, non, je pense que... Enfin, j'essaye d'être assez généreuse avec les gens qui m'entourent et même les gens que je connais pas, parce que moi, on a été très généreux avec moi, que ce soit dans le milieu de la musique ou, je sais pas, genre... Enfin, c'est quand même super important comme façon de faire en société, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui me demandent des trucs ou qui me demandent de l'aide ou un truc comme ça et j'ai du mal à dire non. Quoi. Mais enfin, c'est parce que les limites sont dures à trouver, quoi. Je sais pas. Toi, tu penses que t'es trop gentil Je sais pas. C'est dur, je pense que ça dépend des gens. Ça dépend des attentes des gens, tu vois. Ouais, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Faudrait leur demander. Et ça dépend des moments aussi, en fait. Je pense qu'il y a des moments où je peux quand même être une tête de con. Ouais, après, pareil, j'essaye d'aider quand je peux aider. J'essaye de soutenir quand je peux soutenir, ce genre de choses. Mais je me faisais cette réflexion-là un peu récemment où je me disais, je sais pas si je suis gentille, mais en tout cas, je suis pas méchante, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que si je suis aussi pas méchante dans des situations où peut-être que je devrais l'être pour me protéger, c'est aussi parce que genre, j'ai toujours un peu peur de la façon dont les gens me perçoivent et je pense que quand t'es une femme, c'est beaucoup moins permissif, tu vois, enfin, en fait, dans le milieu du hardcore notamment, il y a plein de gens qui sont des têtes de cons et on dit juste c'est une tête de con mais je l'aime bien. Une femme qui ferait ça, c'est mort. Genre vraiment tout le monde la détesterait et tout le monde lui chierait dessus, tu vois. Donc et aucune critique sur les mecs, ils ont raison d'être des têtes de cons, ils le sont pour des bonnes raisons en général. Mais moi je pourrais jamais m'exprimer comme ça. Je pourrais jamais dire je pourrais dire à un groupe ouais ça c'est nul, là vous avez pas bien fait ça et tout, mais ce serait pas du tout perçu pareil. Ce serait perçu comme carrément, enfin les rapports de puissance sont ce qu'ils sont. Enfin, on n'est pas du tout dans une société égalitaire et même si on fait des efforts pour ça, tu peux pas te comporter pareil, quoi. Tu peux pas. Mais tu vois, c'est pour en revenir juste vite au docu, c'est marrant parce que moi, je me suis mis en avant dans le docu, dans l'intro. Je parlais de moi et de ma vie. Et au début, je voulais pas le faire parce que je voulais pas que les gens qui sont dans le hardcore se disent elle fait ça pour se mettre en avant. Ouais, elle se sert de nous pour se mettre en avant. Ce qui est pas du tout mon intention, mais il se trouve que ce qui est pas du tout ce qui ressort du documentaire. J'espère. Mais en fait, les deux personnes qui m'ont dit non, mets-toi en avant parce que c'est ta vision qui nous intéresse, c'est les deux mecs les plus vieux du docu. Qui, eux, m'ont dit non, mais parle pas des groupes que nous on écoutait il y a 15 ans. Parce qu'en vrai, on s'en fout que tu parles de kickback. Vraiment, on n'attend pas ça de toi. Le nom est lancé. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est... Mais ça aurait été super intéressant, tu vois. C'est juste que moi, j'étais pas là, en fait, quand les gens, ils écoutaient kickback. Donc, je saurais pas su quoi dire. Et j'étais super reconnaissante que ce soit eux qui me le disent et qui m'adoubent un peu là-dessus en me disant non, mais en fait, t'es une meuf de 28 ans qui est pas dans la scène hardcore depuis 15 ans, mais ton avis nous intéresse et t'es légitime pour le dire, quoi. Sinon, je pense que je l'aurais pas fait.
Mais oui, bah surtout que bah pour le coup j'ai aussi des retours à faire sur le documentaire. Je te les ferai peut-être si on a du temps après l'enregistrement. Mais je trouve que pour le coup non, la partie mise en avant est vachement intéressante parce que elle sert juste de contextualisation en fait. C'est le point, c'est juste le point de départ en fait. Et après bah tout le reste c'est le mec de Paris, Oui. Paris Hardcore Show, c'est ça? Ouais, qui Benoît, dit, bah, c'est notamment Benoît qui m'a dit mets-toi en. Enfin, c'est genre, une musique de débile pour. c'est une musique simple pour des gens c'est simples. ça, c'est une musique simple pour les gens simples. C'est très bien dit. Qu'est-ce qui te manque dans le fait de ne plus être enfant? Je l'ai bien prononcé ou pas cette question? Ouais. J'ai pas grand-chose. Vraiment, j'ai pas eu une enfance compliquée, mais. Mais t'es bien là. Bah ouais. Moi, je crois que plus j'avance dans la vie, plus j'ai envie d'avancer plus, tu vois. Et je me dis, à 40 ans, je serais bien, j'aurais probablement genre tout mon entourage qui sera trop cool. J'ai l'impression d'avoir un entourage où tout le monde dans son métier commence à être un peu fort, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que mes potes qui étaient bookers il y a 5 ans, bah maintenant ils commencent à toucher les groupes américains qu'ils aiment bien. Ouais. Mes potes graphistes, ils commencent à sortir des bouquins. Ouais. Et je me dis, ouais, mais attends, mais dans 10 ans, on sera tellement bien. Enfin, on fera des trucs de fou qui sont les choses que je vois. Enfin, je veux dire, les gens que j'admire en général sont toujours un peu plus vieux que moi parce que c'est des gens qui sont plus avancés dans leur carrière ou leur vie. Je me dis, mais en fait, peut-être que c'est possible, peut-être que c'est nous dans 10 ans de faire des affiches de ce genre de fesses de fou, etc. Quoi. Donc, ouais, non, l'enfance c'est bien, mais c'est bien que ça finit, quoi. Ouais. Quel programme télé n'existe pas, mais devrait être créé à ton sens? Je regarde pas la télé. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait plus à la télé? Je bosse à France Télé, donc je vois les trucs qui sortent. Toi, t'as une réponse? Oui. Ça me laisse le temps de réfléchir, vas-y. Ça serait une télé-réalité sur les pirates. Ah, c'est tellement bien! En gros, avec des vrais pirates? Bah, en fait, on prend des galions de l'âge d'or de la piraterie, ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie. On met des équipes de candidats comme dans Koh-Lanta dessus, et ils ont le droit de se couler. Et en fait, il y a un trésor, et le but c'est de partir d'un port, de trouver le trésor et de le rapporter au port pour gagner. Et ils ont le droit de vraiment de se couler, de s'aborder, enfin d'aborder les autres pour récupérer le trésor une fois qu'il est trouvé, de faire des alliances, de faire des trahisons. Et voilà. C'est genre vraiment un truc pirate. C'est la meilleure réponse, je peux pas toper ça. Mais si, tu peux. Je veux regarder cette émission. Non, mais en fait, je regarde pas des masses de la télé, je regarde pas des masses de films non plus. Donc là, comme ça, je saurais pas dire. Tu regardes beaucoup de séries? Je regarde pas mal de séries. Je regarde les gros trucs qui sortent, quoi. Mais en fait, j'ai du mal à... Tu vois, même si mes parents m'ont empêché de regarder la télé quand j'étais petite, ça n'empêche que mon attention étant complètement ce qu'elle est, j'ai du mal à me poser chez moi à regarder un film ou une série, etc. Donc, je le fais pas des masses. Je me force un peu à aller au ciné pour ça. Mais non. J'adore les émissions de cuisine, donc je sais pas, peut-être une émission de cuisine, mais il y en a déjà plein. Et il y a des... en tant que vegan, il y a des émissions de cuisine vegan? Mais non, mais je me posais la question, tu vois, c'est pareil, Top Chef, c'est un truc qu'ils abordent pas du tout et je trouve ça fou. Bah j'imagine qu'ils ont toujours une épreuve un peu végé, mais je crois même pas, quoi. Non, enfin, de toute façon, en France, on s'en fout un peu de... Voilà, pour être ça. Ouais, en vrai, ouais, ça je regarderais de fou, en vrai. Un truc, mais qui t'apprend à cuisiner aussi. Parce que c'est vrai que moi, je fais toujours les 4 mêmes plats. Ok. Donc, en plus, j'habite dans un quartier asiate, donc vraiment, j'ai accès à... Ouais, t'as accès à pas mal de ressources. C'est-à-dire que je mange des gyoza. Quand j'ai fini de manger des gyoza, je mange des pâtes thaï, et après, je fais une salade, et après, je recommence. Donc, un truc qui m'apprend à sortir un peu de mes... Ouais, de mes carcans, de mes 3 recettes qui sont délicieuses, mais toujours les mêmes. Redondantes. Grosse ambiance. Si tu devais mourir maintenant, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir dit et à qui? Ambiance pesante autour de la table, actuellement. Je regretterais de ne pas avoir fait mon testament pour filer mes objets aux gens.
Je pense que... Mais c'est un truc, je pense qu'on pense tous un peu à tu vois, ce qui se passerait quand on meurt et tout. Et moi, je pense que si je meurs aujourd'hui, j'ai envie de régaler tous mes potes en leur filant vraiment tous mes trucs. Les derniers objets qui restent. Ouais, c'est ça, tu vois. Vraiment, je ferais des petits paquets pour tout le monde en me disant, toi, c'est ça, parce que tu kiffais ma figurine Évangélion et je te la donne. et ouais. Mais à un moment, j'ai pensé à écrire mon testament et tout, et après, je me suis dit que c'était giga glauque. Et ouais, non, je pense que je regretterais ça. Et un truc qui me fait flipper avec la mort, c'est pas le fait de mourir, c'est que les gens soient pas au courant. Et je sais qu'un jour, j'ai dit à ma sœur, sur Messenger, je lui ai dit, juste pour info, mon code d'ordi, c'est ça. Comme ça, si je meurs, tu peux prévenir mes potes d'Instagram. Parce qu'ils le sauront pas. C'est vrai que j'y pense à ça. Ouais, aussi. tu vois. En fait, moi, j'ai des potes un peu virtuels partout parce que la musique, tu vois. Et je me dis, en fait, ils vont plus avoir de nouvelles de moi. Et bah, ma sœur, elle va pas savoir que je suis amie avec Nicolas de Colombie, tu vois. Donc, elle va pas. Mais c'est vrai que ça m'arrive de me dire, mais ma famille ou mes amis les proches savent pas que je suis pote avec cette personne. Ouais, c'est ça. Elle va pas être au courant si elle. Ou alors dans 6 ans, je sais pas. C'est ça, elle pourra pas venir aux funérailles. Donc, et ma sœur m'avait répondu, genre, c'est noté. Énorme ambiance. Énorme ambiance. Et alors, c'est la dernière que je tire. J'espère qu'elle est aussi morbide. En général, quand je l'aime pas, comme par exemple celle-là, quand je trouve qu'elle est pas bien pour conclure, j'en retire une. Parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux. T'as raison. Allez, on va conclure là-dessus. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité, selon toi ? En bien ou en mal, hein. Je sais pas, la téléportation serait cool. Ça réglerait les problèmes d'avion et de choses comme ça. J'aime. En même temps, ça gâcherait un peu le plaisir. Tu vois, je me dis, c'est vrai que le côté voyage, il est cool aussi, quoi. Mais ça, ouais, ça changerait. Bah, je pense que ça changerait autant que les télécommunications, qui sont une sorte de téléportation ici, ont changé, quoi. Carrément, ouais. Mais après, tout deviendrait probablement pareil, parce que du coup, si on peut transporter tout de suite. Ouais, déjà que la mondialisation a normalisé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que, réflexion insupportable, tu vois, mais c'est vrai que quand tu vas dans des centres-villes à l'autre bout du monde et que tu vois qu'ils ont les mêmes magasins que chez toi. Mais après, bon, c'est parce qu'on habite à Paris, quoi, qu'on dit ça. Je pense que si tu vas à Tokyo et que à la base t'habitais, je sais pas, à Nice, c'est pas la même chose, tu vois. Mais ouais, non, ça serait cool. Mais je sais pas, sinon des trucs de santé. Moi, je suis un peu stress sur les trucs de santé et tout, donc je sais pas, genre, on dit qu'il y a plus de problème de dents parce qu'on invite, on invente un truc de fou là-dessus. Ça, ce serait pas mal, quoi. T'as une idée, toi? Non, bah effectivement, la téléportation, je pense que ça changerait bien. Si, non, bah si. Alors, c'est pas tellement une découverte, ce serait plutôt une maîtrise. C'est la maîtrise de la fusion. Non, attends. Ce serait la maîtrise de la fission nucléaire. Ouais. Pour avoir un peu la puissance illimitée. Ouais. Parce que je me suis pas mal intéressé à ça pendant le Covid, parce que j'avais un pote qui m'en parlait beaucoup. Et c'est fou, en fait. Si on arrive à maîtriser la fission nucléaire, il suffirait en gros, une centrale de fission nucléaire, déjà, ça représenterait l'équivalent d'un terrain de tennis. Ouais. Donc c'est que dalle, ouais. Et je crois qu'il en faudrait à peine une quinzaine pour alimenter la France. Ah ouais? Il faudrait 15 terrains de tennis pour alimenter la France en énergie full. Mais ça va exister, non? Parce qu'ils sont quand même en... à côté de ça, j'en ai parlé à d'autres personnes qui sont dans la recherche, notamment en biologie, ce genre de choses, qui font beaucoup de recherches dessus et qui disent, honnêtement, ça fait 15 ans qu'on nous dit que c'est pour dans 5 ans. Ouais. Donc, même pas. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que c'est pour dans 5 ans. Donc ça va peut-être arriver, mais faut pas non plus. Mais apparemment, ouais, au MIT, il y a eu pas mal d'avancées positives. Donc ouais, la découverte de ça. Mais en même temps, tu vois, je pense que ça changerait pas forcément le monde d'une bonne manière, parce que du coup, ça rendrait obsolète quasiment. Enfin, ça pourrait rendre obsolète la commercialisation de l'énergie. Ouais. Parce que c'est une énergie qui est quasiment illimitée, en fait. Et mine de rien, notre monde est bâti, le capitalisme est bâti avant toute chose sur la commercialisation, certes, des ressources, mais surtout sur la commercialisation de l'énergie, en fait. Que ce soit le charbon, le pétrole, là, le nucléaire,
je pense que la crise économique qui s'ensuit va être désastreuse. Et limite, on risquerait de ne pas voir la société avec la fission parce qu'on aurait tout détruit à cause de l'apparition de la fission. Donc voilà, je pense que le jour où on maîtrise la fission, il va se passer le changement dans l'humanité va être radical. Ouais, bah, c'est peut-être après ce qu'on se dit à chaque grosse évolution. Peut-être, ouais. Genre, il y en a eu plein, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres à un moment. Si ça peut régler les trucs de réchauffement climatique et tout, je sais pas trop. Mais... Ah bah oui. Oui, parce qu'on est d'accord, ouais, il y a pas de déchets radioactifs. Et ça représente très peu de déchets. C'est des déchets complètement biodégradables. Donc, ouais, non, en termes de pollution, ce serait génial. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, merci. Tu peux à ton tour en piocher 3 si tu le souhaites. Oui. As-tu déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard? Oui. Après, je me souviens assez peu de mes rêves. Mais j'en ai un pas cool, où c'est mon enterrement et il y a personne. Donc, que j'ai fait à quelques reprises. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait, ça c'est plutôt chouette. Mais voilà. Mais après, je suis pas quelqu'un qui se souvient énormément de ses rêves. En général, j'ai plus des sensations que des souvenirs de mes rêves. T'as jamais essayé les trucs pour te forcer à rêver et tout? Non. Non. J'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Non, je pense qu'il faut être un peu plus carré que moi là-dessus, tu vois. Toi, il y a un rêve dont tu te souviens particulièrement? Non, à part des cauchemars d'enfants ou des trucs comme ça, je crois pas. Je crois pas trop, non. C'est pareil, je fais pas des rêves de fou. Du moins, tu ne t'en souviens pas. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Y a-t-il un changement physique, coupe, coloration, tatouage que tu n'as jamais osé faire? Ouais, il y en a pas mal. Il y a un moment, je voulais me teindre une partie des cheveux en rose. Mais oui. Parce que j'étais très très fan de Lil Peep. Je l'ai pas fait, mais parce que je suis quelqu'un d'assez frileux sur ce genre de choses, je pense. Tu vois, ça va faire 12-13 ans que j'ai les cheveux longs comme je les ai. Je veux pas même pas changer de façon de les coiffer parce que si ça me plaît pas et que je dois attendre pour revenir en arrière, et si je suis trop vieux pour revenir en arrière comme ça me plaît, comment ça se passe? Et puis alors je pense que je finirais par me tatouer un jour un truc, mais quand j'étais gamin, je voulais vraiment être recouvert de tatouages. C'était vraiment un truc que j'adorais. Et mes parents sont extrêmement réticents au tatouage. Ils sont vraiment très 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 réticents au tatouage. Et donc, et à toute modification corporelle. Le jour où je suis rentré à la maison avec les oreilles percées, rien que ça a fait un petit... Mais t'as juste des anneaux normaux. Ouais, j'ai deux anneaux aux oreilles. Rien que ça a fait un petit scandale. Et donc, ce jour-là, je leur ai promis et ils ont dit, non, mais de toute façon, on sait que quand tu vas avoir 18 ans, tu vas revenir avec un tatouage à la maison. Et je leur ai dit, bon, bah, écoutez, tant que je vis à la maison, je me ferai pas tatouer. Et je suis parti finalement assez tard de chez mes parents. Et je pense que j'ai jamais considéré que ma situation était assez stable pour me faire tatouer, en fait. Et il y a toujours une peur de vraiment vivre en mode un peu artiste, la vie de kiff, et en même temps envie de conserver une certaine sécurité, ce genre de choses, et cette idée que si j'ai des tatouages, je ne me ferais pas employer. Ce qui est débile aujourd'hui, parce que en fin de compte, maintenant, t'as des employés de banque qui sont tatoués. Et je pense qu'il y a ça aussi qui fait que j'ai moins envie d'être recouvert de tatouages. C'est qu'un jour, dans un de mes anciens tafs, un mec m'a dit, mais je comprends pas, Jacques, t'es dans le métal et tout et t'es pas tatoué. Je dis, ouais. Et je pense que ce qui me fascinait aussi beaucoup dans le tatouage, c'était ce côté un peu misfit, c'est un peu mise à l'écart de la société, et ce qui est plus du tout le cas en fait. Maintenant, c'est limite... le jour où c'est devenu attendu de moi que je sois tatoué, ça m'a moins intéressé. Mais je pense que, il y a 2-3 trucs que j'ai quand même envie de me faire tatouer. Donc, notamment le logo de The Devil's Blood. Je sais que je l'aurai à un moment. Ça m'étonne que tu l'aies pas déjà. Ouais. Je comprends ce truc de. En plus de ça, le logo de The Devil's Blood, je veux pas juste aller dans un salon de tatouage. Je veux me rendre sur la tombe de Selim, me faire tatouer dans un salon de tatouage de sa ville, en écoutant The Devil's Blood. Donc ça demande une petite préparation en amont. Mais ouais, non, ça reste dans ma tête. C'est cool. Tu le feras un jour. Et la dernière. Ouais.
Et toi, t'as des changements physiques que t'as jamais osé faire? Non, je suis en processus de me faire tatouer partout aussi, tu vois, mais j'ose pas attaquer le cou et les mains encore, mais je sais que ça viendra. C'est juste que pour moi, c'est des trucs qu'il faut pas faire trop tôt, tu vois. J'attends que mes envies graphiques elles soient fixes et je pense que dans 4-5 ans, c'est bon, je saurai ce que je kiffe vraiment. Bon, après, là, je suis pas mal tatouée, mais ça se voit pas trop en dehors de l'été. C'est-à-dire, j'ai pas les bras, j'ai pas le cou. J'ai quasi que les jambes et le ventre et tout. Et j'aime bien, en fait, pour l'instant, ce côté où ça se voit pas. Ouais, où c'est vraiment les vrais de vrais qui le voient, ou éventuellement on le devine si t'as un crop top. Oui, c'est ça. Après, je suis contente quand c'est en été que je peux sortir les tatouages un peu stylés, tu vois, mais ça prendra le temps, quoi. Vas-tu souvent parler aux inconnus? C'est ton taf, non? Ouais, mais j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas beaucoup. Enfin, oui et non. Tu vois, des fois, je peux me surprendre. Notamment au tout début d'Aléatoire, j'étais dans un bar pour l'anniversaire de mon meilleur ami et je vois qu'il y a Rabban Aïtoufela qui est dans le bar, qui était c'était l'acteur principal de Grave. Avec, trop bien. Donc qui jouait le coloc de je crois qu'elle s'appelait Justine dans le film, l'héroïne jouée par Garance Marillier. Et c'est un mec que je suis depuis très longtemps parce qu'avant d'être acteur, il faisait du rap. Et donc, je l'écoutais quand il faisait du rap. Et donc, je vais le voir. Et au début, il croit que je veux une clope. Je dis non, c'est pas pour ça. Ah, tu veux du feu? Non, c'est pas pour ça. Et le podcast n'existait pas. Il y avait rien en ligne. J'avais un épisode d'enregistré. Je lui propose. Et il me dit, bah écoute, ouais, vas-y, contacte-moi sur Facebook. Et si j'ai le temps, on se fait ça. Et on s'est fait ça 2-3 semaines après. Donc voilà, tu vois, dans ce genre de moment, je me surprends. Mais par exemple, tu vois, il y a plein de visages dans les concerts de hardcore que j'ai croisés 15 000 fois. Mais c'est rare. Enfin, je vais attendre qu'on soit dans le même groupe de personnes pour engager la conversation. Je vais pas aller vers la personne. Et c'est vrai que je vais avoir du mal, je pense, à aller vers les gens pour leur demander un truc dans mon intérêt. J'aime pas trop ça. Et je déteste encore plus ça par message. Ouais, moi je préfère que les gens fassent ça en vrai. Je préfère tellement aller voir les gens dans un bar, à un concert, ce genre de choses, que par message. C'est trop gênant, tu sais. Les conversations, elles sont trop cringe, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Et toi? Moi, je suis pas trop timide, ça va. C'est plus qu'en concert, j'aime bien un peu rester avec mes potes et tout, quoi, parce que c'est un peu le moment où on se voit. Moi, j'ai vraiment des potes en fait, on fait tellement de concerts qu'on se voit qu'en concert. Donc, c'est vrai que j'aime bien profiter de ça pour les voir. Mais sinon, ouais, non, ça va, quoi. À part les mecs bourrés à 3h du mat dans la rue, ça, bon, j'évite. Mais sinon, pas de problème. J'étais très timide avant, mais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à Clara, toi. pour ton temps, pour être venue à Saint-Denis, pour tes réponses. Comme je te l'ai dit, il y a une dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Une avec qui tu peux me mettre en contact et une où ce serait cool que je l'aie, mais t'as aucun contact avec cette personne. Moi, j'aime bien les podcasts avec les gens qui travaillent un peu dans l'ombre. Donc, j'y pensais avant de venir et bon, c'est une très très bonne pote à moi, mais ce serait super intéressant d'interviewer Tiffany Le Sueur, qui est programmatrice au Supersonic, qui est programmatrice du Post in Paris, parce que elle a un peu ce parcours où elle a un peu commencé en DIY, le booking et tout, dans un bar à Belleville, et maintenant elle bosse au Supersonic. Zorba? Non. RIP, enfin pas RIP, mais ce serait bien. Bref, et non, ouais, c'était au Buzz, je crois que ça s'appelait. Enfin bref, et c'est trop cool. Et elle, tu vois, je te parlais des gens où tu sens qu'ils sont au début un peu d'une carrière qui va peut-être mener sur des gros trucs et tout. Et je pense qu'elle est vraiment là. Et en plus, moi, je trouve que parler d'orgas de concert, de thunes, de booking, pour faire comprendre aux gens comment ça marche, c'est trop intéressant. Donc, je pense elle. Et en inaccessible, mais des gens qui me fascinent un petit peu, par exemple je vais encore pas être Turnstile, mais je suis désolée, je marche vraiment par obsession, mais le tour manager, je sais pas trop ce qu'il a de Turnstile, qui gère aussi d'autres groupes,
qui en plus est un excellent photographe. Ok. Enfin, je pense qu'il serait hyper intéressant. Enfin, juste de comprendre comment est-ce qu'il a géré cette transition entre groupe qui tourne beaucoup et qui est connu, mais dans son milieu, à genre les Grammy et la Palooza et les trucs comme ça, tu vois. Mais moi, j'aimerais trop écouter un podcast là-dessus. Je pense que s'il l'a pas fait, c'est qu'il parle pas trop, mais... Et en plus, Turnstile, c'est vraiment un groupe qui a été beaucoup interviewé, mais vraiment que des interviews de merde. Ah ouais? Parce qu'en fait, je pense qu'ils parlent pas, ils sont pas généreux, tu vois, dans leurs paroles. Et... Ah, celui avec Nardwar est pas mal, mais Nardwar, c'est... Ouais, mais bon, parce que Nardwar est... Voilà, c'est parce que c'est lui qui tient le truc, quoi. Ouais. Donc ça, j'aimerais bien. Mais faut très bien parler anglais, je pense, et habiter à Los Angeles. Ouais. Mais ça t'arrivera peut-être un jour. Ouais, à y habiter, non, mais y aller peut-être. Bah écoute, encore merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre ton travail, ton activité, tes projets? Bon, moi, c'est surtout sur Instagram. Hein, c'est donc Clara Griot tout attaché. Et c'est là où je partage un peu tous mes trucs. Okay. Voilà. Ou sur Twitter, mais plus pour dire de la merde. Plus pour dire de la merde et pour lire les gens qui se plaignent des slammers. Je pense que c'est normal d'avoir des slammers en concert. Ouais, bah pareil. Et on en parlait avant de commencer avec mon coloc. Où est-ce qu'on peut retrouver ou pourra retrouver Flame Still Burns? Alors, je sais pas quand tu sors le podcast. Bon, je pense dans la semaine qui vient. Bon, je pense qu'ils s'en foutent que je le dise, mais il sera sur la plateforme The Pit, qui est une plateforme de VOD, de documentaires autour du métal, à la rentrée. Et après, il y a des projets qui sont prévus. Il y a rien qui est annoncé encore, donc je le dis pas. Enfin, j'attends. Je préfère que les organes l'annoncent eux-mêmes, mais il y aura des projets dans quelques villes de France à la rentrée. Et il est au Yepper Festival normalement en juillet. Mortel. Voilà. Mortel. Donc ça c'est cool. Je sais pas quel jour. Si vous passez au Yepper. Ouais. Mais je pense qu'il y a 2-3 personnes du docu qui y seront. Donc, Et tu y seras toi? Je peux y aller que le dimanche. Donc je leur ai écrit pour leur demander ce qu'ils soient le dimanche, mais pour l'instant j'ai pas de news parce que je pense qu'ils sont sous l'eau. Très bien, ça marche. Voilà. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram avec @aléatoire_s. Et je vous le rappelle, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles ou un commentaire ou un pouce en l'air. Ça m'aide toujours beaucoup et ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.